Allez, on va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous à cet atelier donc intitulé cet après-midi Piloter la transition écologique, mais avec quelles données? Alors, je suis Clément Baylac, conseiller économie, et je serai l'animateur de nos échanges cet après-midi. Je suis aussi le gardien du temps, un petit peu garant du temps, donc navré par avance si je suis obligé de tenir le rythme. Alors, cet atelier, pour la première fois, on a souhaité croiser données, data et planification environnementale ou planification écologique. C'est une première lors d'une convention d'intercomité de France. Ces deux sujets sont traités par deux commissions distinctes au sein de notre association, la commission numérique et la commission environnement. Et nous avons aujourd'hui la présence de nos deux présidents de commission. Donc nous sommes ravis de les accueillir. Si le sujet de la data, de la donnée, est vu parfois simplement comme un sujet technique, réservé aux experts, aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu, s'il ne l'a pas toujours été, un sujet éminemment politique, à part entière, dans un contexte de la transition environnementale, n'est plus simplement souhaité, mais bel et bien planifié. On le verra avec nos intervenants côté État tout à l'heure. Et c'est un sujet politique, j'insiste, pour nos débats suivants, et on le voit avec le taux de participation de notre atelier aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Pour introduire cet atelier, je citerai les propos d'une ancienne première ministre en 2022, lors d'une convention d'intercommunalité de France. L'intercommunalité, c'est l'échelon des projets structurants. Elles sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires, et la réussite de la transition passera par les intercos. Alors très bien, soit. Mais pour poursuivre et réaliser cette transition, et les nombreuses politiques qui concernent l'eau, l'énergie, les déchets, la biodiversité, on le verra tout à l'heure, on y reviendra, il faut de la donnée. Et l'interco et les collectivités ont besoin d'une donnée, de produire, de stocker, de partager une donnée fiable, actualisée, sécurisée et interopérable. Alors autant de termes, on reviendra tout à l'heure par la suite, ça peut être de la donnée interne et externe également. Et sans plus attendre, je vais, pour présenter les travaux de notre association sur le sujet et pour rappeler les objectifs de cet après-midi, de notre atelier, je vais donner la parole à Oriane Sébil, qui est conseillère environnement au sein de notre association. Bonjour à tous. En effet, pour apporter quelques compléments sur le cadrage de cet atelier, il est bien en croisement de deux sujets qui sont prioritaires pour notre association. La structuration des stratégies data. On pourra y revenir, mais Intercommunalité cherche à accompagner justement Intercommunalité de France et les collectivités sur ce sujet, notamment au travers du partenariat sur la formation Action Data. C'est un sujet sur lequel on viendra au cours de l'atelier. Et cette structuration de la donnée, l'accès aux données, son analyse, c'est bien sûr au cœur, c'est indispensable pour les politiques de transition écologique et énergétique, que ce soit en termes de diagnostic, de suivi des actions, de communication, de pilotage. On y reviendra sur ces différents cas d'usage. C'est pourquoi nous avons souhaité vous proposer aujourd'hui cet atelier qui va se dérouler en 3 temps. Un premier temps déjà sur les cas d'usage. Pour nous, c'était important de commencer justement sur pourquoi la donnée, comment on va l'utiliser, parce que ça peut être un sujet dans lequel on peut un peu se noyer, se perdre au début. Donc on souhaitait vraiment partir de cas concrets d'application au niveau local. Ensuite, nous échangerons sur la méthodologie, des moyens d'organisation au niveau politique, au niveau des services, justement pour s'organiser autour de cette question de la donnée pour la transition écologique et énergétique. Et nous avons la chance d'accueillir un certain nombre d'organisations qui peuvent accompagner justement les collectivités, et ce sera l'occasion d'échanger avec elles sur ces sujets-là. Merci Oriane. Alors, je reviens sur un aspect de l'atelier. L'atelier est interactif, donc nous allons vous donner la parole. Le plan de vol a été défini, certes, mais à chaque fin de partie, nous vous donnerons bien sûr la parole pour partager un retour d'expérience, interpeller nos intervenants, poser des questions, etc. N'hésitez pas. Et donc le plan de vol est défini, mais aujourd'hui, on a plusieurs personnes, nombreuses autour de la table, et je vais les présenter. Donc nous sommes ravis d'accueillir Jeanne Carrez de Bock,
donc responsable innovation et données territoriales de la Banque des Territoires, donc Caisse des dépôts. Merci d'être là. Florence Cornier-Picotin, donc directrice générale des services d'une communauté de communes Bugey Sud. Ce n'est pas noté sur le plan, mais je précise que c'est une communauté de communes. Et Thomas Cotinet, donc chef d'Ecolab, également qui nous fait l'honneur de sa présence. Marlène Lededeville, donc vice-présidente au numérique pour la communauté de communes de La Cortaise. Donc on est ravis d'avoir 2 comités de communes aujourd'hui sur la scène. Et également, j'allais oublier, vice-présidente d'Intercomité de France. Jean Réveraud, également vice-président du Grand Angoulême et président de la commission environnement et vice-président d'Intercomité de France. Et Antoine Pellion, qui devrait être là, mais qui n'est pas encore arrivé, comme vous l'avez vu, et qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes pour, bien sûr, en tant que secrétaire général, à la planification écologique. Donc c'est quand même le sujet du jour. Sans plus attendre, puisque je devais donner la parole à Antoine Pellion, je vais la donner à notre vice-président Jean Réveraud pour aborder la première partie. Oriane l'a évoqué, le pilotage de la donnée, quel cas d'usage. Alors au Grand Angoulême, monsieur le vice-président, j'ai sur ma fiche que vous avez la démarche carte et climat, mais ce n'est pas que ça. Donc là, on est plutôt dans la partie la donnée, pourquoi faire, quels objectifs en tant qu'intercommunalité. Oui, bonjour à tous et à toutes, et surtout bon après-midi et la digestion la plus rapide qui soit pour que vous soyez super dynamique pour participer à ça, parce qu'en fait l'enjeu, c'est quand même une question assez nouvelle, cette donnée-là. Je ne sais pas si je vous demandais de lever la main pour savoir si quand vous avez été en 2020, quand vous avez été élu, vous êtes posé la question de savoir si vous auriez besoin de vous poser cette question des données, si vous aviez déjà un réseau d'informations personnel d'abord, collectif aussi, je ne sais pas, je peux poser la question. Est-ce que cette question-là, quand vous êtes présenté, vous êtes dit que vous auriez à traiter ça, qui plus est dans un contexte aujourd'hui où on parle d'intelligence artificielle. Autrement dit, est-ce que vous aviez déjà votre intelligence à vous pour traiter tous les dossiers que vous aviez à traiter pour ces questions de transition? Je pose la question. Est-ce que les données, vous les aviez? Est-ce que vous en avez pris beaucoup depuis que vous êtes élu? Bon, vous dormez déjà, c'est la digestion qui a commencé. Il y a une question sur la gauche. Ah oui. Excusez-moi. C'est pour répondre à la question, d'accord. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, alors pour témoigner de Grand Angoulême, c'est cette collectivité qui a décidé de tout faire d'un seul coup, la planification urbaine et climatique. On fait un SCOT qui vaut plan climat et on fait un PLUI qui vaut plan des mobilités. Donc autrement dit, on va toucher à tout le quotidien des Angoumoisins, des entreprises, de tout le monde. Et c'est un exercice de planification qui est assez fantastique. À un moment même où on vit à la fois dans une époque où l'information vient de partout, qu'il y a des fake news, et pire encore que ça pour Grand Angoulême, qui subit il y a 2 ans une cyberattaque. Si vous voyez le tableau, une cyberattaque quand vous avez démarré des processus longs comme ça, de documentation pour préparer un diagnostic, pour partager des informations, ça devient assez compliqué. Mais il n'empêche que le fait d'un seul coup d'être dépossédé de cette information amène à réfléchir quel est le meilleur moyen de bien utiliser celle qu'on a et puis de récupérer au plus vite celle qui nous est utile. Alors évidemment, une démarche comme ça de planification urbaine et climatique, ça demande, on avait des ressources dans nos services évidemment. Dans notre agglo, on a effectivement un service de la transition écologique énergétique, un service financier, un service d'aménagement du territoire qui sont capables de fournir des données en interne. Mais on n'a jamais géré ces données avec la bonne perception qu'on aurait à traiter plus tard pour réfléchir, pour faire, par exemple, de la sobriété foncière. Parce qu'on fait tous du développement économique, mais on sait bien qu'on ne peut plus consommer du foncier pour l'économie sans se poser la question de savoir ce qu'on va perdre en puits de carbone sur les sols. Savoir ce qu'on a consommé, on est parti à Grand Angoulême en se disant, oh là là, tous les ans on consommait 65 hectares pour le résidentiel et l'économique. Il faut qu'on diminue, puisqu'on a le ZAN comme tout le monde, on va arriver à 0 en 2050, en faisant des séquences successives, comment on fait? Puis au fur et à mesure qu'on a travaillé, mais je vais m'arrêter parce que je suis vraiment ravi d'accueillir Monsieur Pellion, Antoine Pellion. Merci beaucoup. Alors je suis obligé de faire un break parce que je m'étais dit quand ce monsieur va arriver, parce qu'il fait partie des personnages qui ont surgi dans l'espace public ces dernières années pour un objet qu'on ne maîtrisait pas encore, ou plutôt dont on avait perdu l'habitude en France, qui est la planification. Et le fait qu'il soit là cet après-midi, je pense que vous aurez l'occasion de l'applaudir quand il sera intervenu, vous pourriez presque le faire maintenant, parce qu'il a relancé cette idée simple et surtout, il a donné des outils à tous les acteurs
qui se préoccupe de cette opération simple qui fixe le devenir des communautés humaines, et on peut parler de la communauté républicaine qui va de la métropole aux ultramarins, et le travail qu'il a fait avec ses services au sein du service général à la planification économique, la planification écologique est formidable. Donc je pense que vous pouvez vous dérider en l'applaudissant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va compter, qui a compté pour nous. Et encore une fois, l'exercice qu'on se fait cet après-midi de savoir un peu ce qu'on peut faire de la donnée, on pourra lui poser la question, d'ailleurs c'est pourquoi il est là, c'est finalement comment on s'en sert et pourquoi il faut faire ça, notamment pour organiser la décision collective. Donc je reviens sur Grand Angoulême qui dit il faut qu'on fasse de la sobriété foncière, il faut aussi qu'on fasse de la transition énergétique, donc on voit comment notre territoire peut accueillir cette nouvelle planification. Vous me dites Clément quand c'est trop long, hein. Et donc le fait qu'on ait des données, on s'aperçoit globalement que ce qui est le plus sûr pour nous, que sont les services de l'État, services fiscaux, services de l'assiette, monde du cadastre, les informations, on ne les a pas. Nos PLUI existants, avant de faire un grand PLUI à 38, on n'a pas totalisé les espaces qu'on a prévu d'urbaniser. On n'a pas fait tout ça. Donc là, pour le coup, on va chercher la donnée en passant des marchés pour avoir des bureaux d'études qui vont nous faire une partie du travail. Sauf que, je ne sais pas combien il y a de bureaux d'études dans la salle, mais fermez vos oreilles, sauf que les bureaux d'études, c'est les feignants. La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font, hein, si ce n'est du copier-coller, ils ne vont pas chercher toujours l'information la plus pertinente et surtout la plus fraîche. Et là aussi, on s'aperçoit, et je vous le dis, pour l'expérience d'Angoulême, on s'est aperçu quand même que les bureaux d'études nous avaient vendu des trucs qu'on avait dû vérifier parce qu'on s'étonnait quand même de leur pertinence et on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas à jour. Qui pose la question de la temporalité aussi des données. Pour combien de temps sont-elles produites? Alors il y avait par qui d'abord sont-elles produites? Pour combien de temps? Et puis à qui vont-elles servir? Le premier truc, c'est d'abord aux élus, puisqu'on est amené à travailler. Donc dans l'agglo, on est 75 élus, on a un bureau d'une trentaine de personnes, et on est 7 vice-présidents dans l'agglo avec des thématiques différentes sur l'eau, l'agriculture, l'énergie, l'habitat, la mobilité, etc. Rien qu'à 7, se mettre d'accord sur la façon dont on va essayer de fixer les objectifs en matière de sobriété foncière, en matière de maîtrise des mobilités. Mais ça demande une énergie folle et que tout le monde soit surtout sur les mêmes bases. Et quand j'emploie le mot base, c'est aussi sur les bases de données. À quoi on fait référence quand on discute politique sur les orientations qu'on veut prendre? On s'aperçoit que malheureusement, les bases, c'est plutôt celles du bistrot. Hein. C'est on réfléchit avec ce qu'on entend ailleurs, que ça vienne des chaînes d'information en continu, du journal local, qui est pourtant un bon journal, je le cite, la Charente-Libre, je n'ai pas d'intérêt, mais qui fait le travail, mais ce n'est pas suffisant. Quand on prend la décision, on a besoin d'un peu plus que des réflexions données à monsieur tout le monde, et puis surtout d'avoir un minimum d'analyse de ces données en tendance, aussi en qualité d'appropriation, parce qu'il y a des données sur lesquelles on ne peut pas nous-mêmes greffer nos propres demandes. Par exemple, on travaille sur les mobilités. On a payé 150 000 € pour avoir une enquête mobilité. Mais franchement, vous savez où on trouve l'information la plus intéressante en mobilité? On va la chercher normalement chez les opérateurs de téléphonie. Les opérateurs de téléphonie aujourd'hui qui sont capables de dire, ils ne le font pas, hein, mais attendez-vous à ce que ça arrive, que dans les abonnements familiaux en téléphonie, on puisse avertir des familles que l'enfant de 7 ans, il est resté dans la station-service sur l'autoroute, parce que quand ils sont remontés dans la voiture, comme tous les GPS de la famille, comme tous les téléphones mobiles de la famille sont dans la voiture, l'opérateur il va s'apercevoir qu'il en manque un puisqu'il est resté sur la station. Il y a plein de données qui pourraient nous donner ça. Il pourrait nous dire aussi combien il y a de voitures chaque matin qui va sur le même lieu de travail et donc nous aider à faire les mobilités. Ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas y avoir accès. Je crois avoir lancé les choses pour dire un peu à quel point, dans un territoire, quand on s'occupe de planification urbaine ou climatique, on a besoin de bonnes données. On a besoin aussi, nous, élus, de se former aussi à leur utilisation. Et puis, je pense qu'on abordera un peu plus tard aussi la question de la façon dont on est, nous aussi, vendeurs ou pas de données, parce que qu'est-ce qu'on injecte aussi, nous, dans nos travaux communautaires, comme données, comme intelligence, et ça vaudrait le coup des fois que ça soit valorisé. Voilà, pour cette première partie, Clément. Merci, monsieur le vice-président. Alors, nous accueillons Antoine Pellion, donc secrétaire général à la planification écologique. Monsieur le secrétaire général, nous avons entamé notre première partie, mais je dois vous laisser la parole pour introduire un petit peu nos échanges également. J'ai une question donc pour introduire ces échanges. Vous portez la planification écologique et sa territorialisation.
qui nécessite de la donnée. Monsieur le vice-président vient de l'évoquer. Alors, quelle est votre vision du rôle de l'intercommunalité et quels moyens l'intercommunalité peut-elle avoir pour réaliser cette territorialisation de la planification environnementale? Bien, bonjour à tous. Déjà, excusez-moi pour mon retard. En tant que planificateur, c'est quand même un comble d'arriver du coup en retard. J'étais reposé sur la SNCF, dont le train a un petit peu été décalé. Mais ça, c'est la vie. Donc je suis ravi d'être parmi vous. Peut-être dire 2 mots sur ce sujet. Donc, la planification écologique, vous êtes très nombreux dans la salle, du coup. Déjà, à avoir bien commencé bien avant qu'on formalise cette planification écologique au niveau de l'État, et tant mieux. Et 2, à avoir participé à tous les travaux des COP territoriales qui se tiennent déjà depuis quelques mois. Mon premier message, c'est déjà que cette planification, pour nous, c'est indispensable de la continuer. Et le gouvernement, je crois qu'Agnès Pannier-Runacher a eu l'occasion de le dire aussi ce matin, continue cette planification écologique. Donc le secrétaire général que je représente reste auprès du Premier ministre. La démarche de COP territoriale se déploie. Et l'objectif, c'est aussi de continuer à avancer, tant au niveau national, et donc là, les grandes planifications, notamment en matière d'adaptation, en matière de PPE sur l'énergie, de SNBC, vont pouvoir avancer. Et puis surtout au niveau local, et ça répond à votre question. Moi, ma conviction, celle du secrétaire général, c'est que la maille la plus opérationnelle, la plus concrète, où se passe la plupart des choses, c'est celle de l'intercommunalité en matière du coup d'aménagement du territoire, en matière de transport, en matière de bâtiments, en matière de comportement aussi de l'ensemble à la fois des entreprises et puis des citoyens. Dans nos travaux de territorialisation, on a été par étapes et on a commencé par travailler la maille régionale dans le cadre des COP, régionale au sens géographique du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'au sein d'une région, les acteurs se coordonnent, se mobilisent pour y arriver. Je pense qu'il faut être assez honnête sur le fait que cette première phase, cette première année de travaux, elle a pour l'instant insuffisamment été à des mailles infrarégionales et insuffisamment mobilisé vous tous au niveau des intercommunalités et même d'ailleurs mobiliser de façon inégale l'ensemble des départements. Donc ma conviction, c'est que beaucoup de choses se jouent là et qu'il faut qu'on arrive notamment dans la continuité de ces travaux-là à aller beaucoup plus précisément sur la maille intercommunale. Et aller à la maille intercommunale, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire venir depuis Paris et le planificateur et le gosse-plan en disant ce que chacun doit faire, ça ne marche pas du tout. Ça veut dire du coup ce travail beaucoup plus fin entre les leviers très concrets qui ont été identifiés, décarbonation des mobilités par la voiture, le covoiturage, transport en commun, etc., sur l'ensemble des sujets, et les projets très concrets que vous avez sur le terrain, voir comment non seulement on va dans la bonne direction, mais aussi est-ce qu'on va dans la bonne intensité, puisqu'on voit qu'il faut qu'on arrive, si je prends juste le carbone, et tout ne se résume pas au carbone, à faire en 10 ans autant qu'on a fait en 30 ans. Et donc ça nécessite du coup de la mesure, ça nécessite, alors peut-être, et c'est là où on va aussi sur le sujet de la donnée, ça va sur le sujet, d'une question un peu de répartition de l'effort, parce qu'on voit que tous les territoires, dans leurs différences, dans leurs particularités, contribuent quelque part à des proportions différentes. Et donc, bien souvent, quand on regarde le sujet, savoir en fait quelles sont les contributions différenciées, ça nécessite d'être assez précis sur le sujet des données. Mais peut-être que je vais un peu trop vite j'ai largement dépassé le rôle d'intercommunalité. Merci, monsieur. 1, 2, c'est bon. Merci, monsieur le secrétaire général, pour ces propos introductifs. Donc, on retourne, si j'ose dire, sur les territoires, et je vais donner la parole à Marlène Ledieu-Deville, donc, qui a 2 casquettes, donc, qui est vice-présidente d'Intercommunalité de France et présidente de la commission numérique de notre association d'élus, mais qui est aussi élue en local. Et à ce titre, Marlène, vous avez une parole double et intéressante à nous partager, notamment sur les cas d'usage en matière de données pour la planification environnementale. Oui, donc bonjour à tous. Je vais d'abord prendre ma casquette vice-présidente ou coprésidente de la commission numérique plutôt, et faire rappeler un petit état des lieux de l'usage de la donnée en général par les intercos, puisque c'est quelque chose d'assez disparate. On part par exemple de la loi de 2016 sur la République numérique et qui demandait aux collectivités, pas que les intercos bien sûr, de plus de 3500 habitants, je crois, d'ouvrir leurs données, qui demandait aussi à l'État de le faire.
Et bon, on sait que ça n'a pas fonctionné. Hein, globalement, c'est en gros 16% des collectivités qui ont ouvert leurs données. Mais nous-mêmes, nous avions, il y a 2 ans, un baromètre de la maturité numérique sur 10 items hein, de maturité qui allaient de la cybersécurité, de l'inclusion numérique, le service public local de la donnée, la transformation des métiers, des collectivités numériques. Et la donnée arrivait en avant-dernière position, avant le numérique responsable, hein, qui est en dernière position. Ça montre bien à quel point cet aspect écologique, données et transition écologique, globalement, sont encore mal appréhendés. Donc le baromètre à 2 ans, on va en relancer un. Je pense que les choses ont évolué quand même dans les mentalités. Donc on devrait avoir j'espère de bonnes surprises par rapport à ça. Mais bon, les raisons s'expliquent assez facilement. Hein. En fonction, une collectivité une petite collectivité n'a pas les ressources humaines ni financières pour traiter de la donnée, par exemple. Pour tout le monde, c'est un petit peu aussi le fonctionnement en silo, hein, entre services, entre directions. On n'échange pas grand-chose, on n'a même pas l'idée d'échanger quelque chose, on s'occupe de sa politique publique, on essaie de la mener à bien, mais on ne communique pas. Après, il y a aussi un manque de culture, sur la donnée notamment, mais culture numérique, mais sur la donnée, mais de la part de tous, que ce soit les élus ou les DG. Je crois beaucoup, moi, au couple élu-DG, ou élu-agent, élu-technicien. C'est ensemble qu'ils doivent s'acculturer à tous les niveaux. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est un petit peu connu. C'est des sujets sur lesquels il faut vraiment travailler. Et maintenant, je vais prendre ma casquette de vice-présidente de la communauté de communes de la Cortaise. Alors, je vais juste vous la présenter un tout petit peu pour que vous compreniez mieux notre démarche. C'est 60 communes. La plus grosse a 11 000 habitants, la plus petite 100. Voilà. Qui se situe sur le bassin de Lac, communauté de communes de 55 000 habitants, qui se situe sur le bassin de Lac. Le bassin de Lac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bassin industriel qui avait Elf Aquitaine, c'était l'extraction du gaz. Donc on a on ne fait plus trop d'extraction du gaz seulement pour nos entreprises consommatrices, mais sinon, on a beaucoup évolué vers d'abord des entreprises chimiques et maintenant nos entreprises essayent de travailler, de verdir leurs activités ou bien nous-mêmes travaillons sur l'hydrogène, les carburants, enfin des choses comme ça. Donc la communauté de communes a décidé dans son contrat de territoire de mettre la transition écologique à tous les niveaux comme un des critères importants de sa politique, hein, et de faire en sorte, en tout cas c'est l'objectif, que toutes les politiques publiques menées par la communauté de communes, que ce soit l'habitat, que ce soit les mobilités, l'urbanisme, les déchets bien sûr, tout ça soit vu sous l'angle de la transition écologique. Avec peut-être un corollaire oublié, c'est comment on l'évalue. Donc on a mis en place un certain nombre de plateformes. Comme je l'ai dit, on a une plateforme de l'habitat, on a une plateforme, on travaille le PCAET, le plan climat, air, énergie, on en est à notre deuxième. On a un COT, un contrat d'objectifs territoriaux qui travaille sur ce qu'on peut mettre en place en faveur de la transition écologique dans toutes nos activités. Donc toutes ces plateformes qui n'en sont pas vraiment, qui sont pilotées chacune par les services métiers, hein, c'est plutôt du diagnostic, comme disait Jean tout à l'heure, on n'en est pas encore au sein de la même plateforme à évaluer chaque politique publique. On a d'abord un diagnostic, alors il peut être établi en interne, on a quand même un service, et ce qui est très important pour nous, un service SIG, système d'information géographique, mais c'est 2 personnes donc, pour traiter la donnée, parce que c'est le seul service qui va savoir traiter de la donnée aussi. Ou bien on fait appel à des sociétés externes qui nous font un diagnostic, qui vont appeler des données qui viennent de l'extérieur, voire le service va leur fournir une certaine donnée, mais là, une fois qu'on a eu le diagnostic, c'est fini, il n'y a plus rien, la donnée n'est pas utilisée. Et par ailleurs, et ça c'est pour corroborer ce que je dis par rapport au fonctionnement, notamment en silo, on voudrait mettre en place une gouvernance de la donnée, ça fait un petit moment qu'on y travaille, et on avait lancé
audit de la circulation de la donnée chez nous. Et on était parti sur 5 services, rien à voir avec la transition écologique, services communication, RH. Et on avait pris un cas qui était l'annuaire. Et on s'est rendu compte que une même donnée était renseignée plusieurs fois par des personnes différentes, par des services différents. Donc ça donnait déjà à questionner sur la fiabilité et puis sur le temps passé. Les gens ne pensent pas, et c'est normal parce qu'il n'y a pas cette culture, à communiquer leurs données aux autres services. Là, je repars sur la transition écologique. On instruit tous les permis de construire, donc on a le service urbanisme qui instruit les permis de construire. Et dans ces permis de construire, il y a des informations qui peuvent intéresser l'habitat, notamment les DPE, ou bien les surfaces habitables. Donc ça fait partie aussi de la sobriété foncière. Hein. On met en place un observatoire des locaux inoccupés dans les communes. Voilà. Enfin, c'est des données qui, à la base, on ne pense pas les partager avec les autres services. Donc, fort de ces constats, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses. En premier lieu, plus généralement, un catalogue des données qui va nous permettre de suivre la donnée, notamment la nôtre pour l'instant, et on verra plus tard pour les autres. C'est d'où elle vient, quel circuit elle prend, qui elle est la personne, pour qu'il n'y en ait plus qu'une qui donne une bonne donnée. Et par ailleurs, on essaye de travailler, alors au niveau des politiques publiques et plus précisément aussi de la transition écologique, sur des indicateurs qui nous permettront de suivre alors au début, on pensait trajectoire bas carbone ou zéro carbone. Déjà, si on arrive à évaluer un certain nombre de politiques publiques sous le prisme de la transition écologique, ce serait bien, mais j'en parlerai après. Merci. Donc, on a vu quelques exemples de politiques publiques concernées par la donnée, donc des choix qui sont faits par des agglomérations ou des communautés de communes. On voit aussi que la donnée est importante, évidemment, pour le suivi et l'évaluation, mais il y a un aspect aussi qui est lié au financement. Et là, je me retourne vers Madame Florence Cornier-Picotin. Donc, vous êtes directrice générale des services de la communauté de communes de Bugey-Sud, comme je disais, et vous êtes également, votre territoire est un territoire expérimental sur les indicateurs de la transition environnementale. Oui, ça marche, oui. Bonjour à tous. Oui, donc la communauté de communes Bugey-Sud, c'est une communauté de communes de 42 communes situées dans l'Ain, à Belay, et qui a adopté son projet de territoire fin 2022, avec pour axe 2 la question environnementale qui est très prégnante chez nous, puisqu'on a un territoire très très vert, et du coup dont on est très fier et qu'on veut préserver. Fort de ce projet de territoire qu'on a vraiment co-construit aussi avec les services de l'État, notre préfète de l'époque nous a demandé d'être territoire pilote pour le CRTE de deuxième génération, ce qui nous a amené déjà à travailler ces sujets-là et ce qui nous a aussi ouvert la porte à une autre expérimentation sur les indicateurs territoriaux avec le CGDD et Ecolab notamment, avec qui on a beaucoup travaillé et on a été expérimentateur, mais ça nous a fait beaucoup cheminer et beaucoup travailler en interne, puisque nous, notre communauté de communes a stabilisé son territoire en 2017, fusion de plusieurs intercos sur l'échelle du SCOT, avec des enjeux assez importants. Et donc, du coup, une interco en complète construction. Et donc, d'avoir été dans ces expérimentations nous a bien aidés et continue de nous aider, parce qu'en fait, on n'est pas là pour dire qu'on a tout réussi. On est plutôt là en tant que témoin d'un début, d'une envie, de difficultés aussi, puisque pour l'instant, on est un petit peu en friche et en chantier. Du coup, c'est vrai que ça nous a obligés à réfléchir et on s'est beaucoup inspiré de la méthode Ecolab. Les objectifs... D'abord, on s'est posé la question, mais c'est quoi l'objectif de cette politique? À quoi elle va servir? Pour quels indicateurs et quelles données aller chercher? Et ces données-là, c'est des données de prise de décision pour nos élus, mais aussi c'est des données de pilotage et de pilotage financier, puisque maintenant, et notamment avec les CRTE, et vous connaissez bien comme moi tous les fonds verts, etc., où on a besoin aussi dans nos projets de prouver
la plus-value environnementale de ces projets-là pour aller chercher des financements. Donc du coup, on a vraiment ces deux aspects-là, évaluer, aider à prendre la décision, mais aussi aller chercher des financements. Sur la commande de nos élus, quand on a été dans l'expérimentation des indicateurs territoriaux, ça a été déjà de dire, notamment aux collègues d'Ecolab, ne nous faites pas une usine à gaz, pitié, parce qu'en fait, la donnée est là pour nous aider à prendre des décisions, mais elle ne doit pas être là pour freiner et prendre plus de temps que de mettre en œuvre les politiques qu'on souhaite mener. Et je me souviens très bien d'une réunion qu'on avait eue à l'époque à Virignan, où un de mes élus avait interpellé les services du commissariat général du développement durable en disant « À quand le choc de simplification ?» Donc, comme on l'a dit, besoin aussi d'identifier des indicateurs qui sont fiables, qui puissent être constants tout au long du projet, mais aussi après le projet pour pouvoir l'évaluer. Et vous l'avez très bien dit, hein, sur l'obsolescence de la donnée, peut-être prendre en compte cette obsolescence au moment où on choisit des indicateurs pour ne pas en changer en cours de route, parce qu'après, on compare des choux et des carottes et ça ne fonctionne plus. Et puis, ce qu'on avait souhaité aussi à l'époque, et aussi au niveau des travaux avec les nouveaux CRTE, c'est d'avoir accès à de la donnée nationale, mais qui soit assez fine pour nous permettre de comparer nos projets avec des projets déjà réalisés par d'autres intercos, par d'autres territoires de taille similaire. Ça permet aussi à nos élus de se conforter dans leurs décisions. Ça permet aux services de se dire, bon, nous, on a étudié le dossier à fond, voilà tel coup de politique publique qu'on met sur la table, est-ce qu'on appuie sur le bouton vert ou rouge ? Et c'est toujours un moment un petit peu difficile. Et du coup, d'avoir des données de bench nous permet aussi de nous conforter dans ces décisions-là. Sur les indicateurs à utiliser dans nos projets, moi je vois 3 grands temps forts en fait. Et en termes de méthodo, il faut les réfléchir à 360 en mode projet. Alors tout le monde parle du mode projet. On en parle tous, mais en fait on sait tous mal le faire en fait. Je pense qu'on a encore beaucoup à s'améliorer. Et c'est pas simplement la direction qui porte ou le VP qui porte tel ou tel projet qui doit réfléchir dans son coin, mais c'est bien de mettre autour de la table, dès le début du projet ou même avant le projet, toutes les directions et tous les vice-présidents qui pourraient être impactés par ce projet ou qui pourraient avoir à travailler sur le projet, et notamment les services supports, hein, les finances, l'urba, de façon à ce qu'on n'oublie pas différents champs qui vont venir intervenir au moment du projet et qui pourraient venir même arrêter le projet parce qu'on n'aurait pas pensé à une donnée qui est complètement rédhibitoire. Donc en amont, c'est effectivement, ça permet de se poser la vraie question, pourquoi le projet et quel va être son coût tant financier, mais surtout environnemental. Et ça, c'est tout l'effet de notre projet de territoire, c'est de se dire, à l'heure de la loi climat et résilience, où on a une zéro artificialisation nette à adopter, et en tout cas à tendre vers, est-ce que le projet qu'on veut développer correspond vraiment aux besoins de notre territoire ? Oui, non. Et si oui, quel coût environnemental il va avoir ? Ou quel gain environnemental on va avoir de ne pas faire ? Et ça, c'est toute la réflexion sur les renoncements. Par exemple, nous, on a pris la compétence eau et assainissement il y a quelques mois. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de rétropédalage, parce que c'est un sacré chantier. Ça a été une préparation de 2 ans pour prendre cette compétence. Beaucoup de concertation, hein, quand on est 42 communes dans un territoire rural, c'est un travail assez titanesque. Et ce dont on s'est doté en premier, c'est d'un schéma directeur qui n'existait pas.
pour nous permettre d'envisager et de palper le mur d'investissement qu'on allait avoir. Et donc là, la question de la donnée est complètement centrale. C'est déjà embaucher un géomaticien pour avoir de la carto, bien sûr embaucher des bureaux d'études pour faire la synthèse de tout ce qui existe dans les 42 communes, et puis après se projeter et mettre en place un PPI qui est assez volumineux, qui fait peur et qui va conduire les élus à décider d'une durée de convergence tarifaire, puisque 42 communes, 42 tarifs, d'un prix de l'eau. Quand on a des communes qui sont en dessous d'1 € du mètre cube, c'est comment on les ramène à un prix plus convenable et qui puisse aussi débloquer les subventions de l'agence de l'eau. Quel prix acceptable pour notre population, parce que chez nous, on a un quartier politique de la ville avec une population la plus pauvre de l'Ain. Donc c'est aussi quelle tarification. Et du coup, ça illustre quand je dis qu'il faut mettre vraiment tous les services autour de la table, parce que est-ce que le service social est autour de la table quand on réfléchit à la prise de compétence de l'eau? Ça paraît pas évident comme ça de premier abord. Mais en fait, si on ne le fait pas, le problème va se poser et nous rattraper très très vite. Et le pilotage pendant le projet, c'est très très important aussi d'avoir ces points de repère, ces données qui peuvent permettre aussi de se reposer la question du projet en cours de route et qui puissent permettre à nos élus de faire des choix parfois difficiles. J'en ai pour exemple à la CCBS, on avait un projet de centre aquatique extrêmement ambitieux qui se situait sur une zone en entrée de ville qui n'était pas urbanisée. C'était un projet porté par l'ancien mandat qui avait du mal à voir le jour, puisque c'est un projet qui a vraiment été dans une maturation en termes de besoins sur le territoire. On lance notre projet, on avait une enveloppe de 12 millions d'euros. On ouvre les plis, on arrive à 18 millions d'euros. La crise ukrainienne étant passée par là, la hausse des matières premières, la raréfaction. Et donc c'est là où on se dit stop, on réfléchit. Grosse difficulté, on a été un peu tous dans le coup d'arrêt et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Donc on avait une donnée financière pour illustrer ce que vous disiez, mais on avait une autre donnée qui était mais est-ce que ce centre aquatique, son coût environnemental correspond aux standards d'aujourd'hui, puisque c'était un projet pensé depuis 4-5 ans. On avait eu la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette. Et là, les élus nous ont dit, mais refaites-nous un 360 pour qu'on puisse décider, parce que le coût environnemental de ce projet était très important finalement. On allait artificialiser une zone. On allait laisser une friche dans l'ancienne piscine de 79. Les coûts des fluides, dans notre trajectoire financière sur notre fonctionnement. Donc on a fait venir un expert aussi pour un peu objectiver tout ça. Et nos élus ont pris la très sage décision, mais qui a été, ça a été un courage politique très important, puisque c'était un projet très attendu, d'arrêter le projet. Le centre aquatique n'est pas tombé à l'eau, puisque quand on arrête un projet, il faut quand même se dire mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? La décision qu'on a prise, c'est de réhabiliter notre piscine de 79. On s'est reposé la question de c'est pourquoi faire, en fait, un centre aquatique? C'est quoi notre mission première de service public? Puisque maintenant, on a des données on a une ressource qui est limitée. La réponse, elle était très vite trouvée, en fait. Une piscine, c'est fait pour apprendre à nager pour nos scolaires, c'est fait pour accueillir nos familles. Et puis après, les spas, on est à côté de Chambéry, on n'est pas loin de Lyon. Il y a une offre diversifiée tout autour, donc c'est facile de se dire que cette offre-là, on peut la trouver ailleurs. Donc on est parti sur la réhabilitation de notre piscine de 79. Et donc je salue mon VP au bâtiment qui est là dans la salle, qui est en train de superviser ce beau projet. Et du coup,
Ça a été la question financière, mais ça a été aussi la question du coût environnemental de ce projet qui nous a fait prendre cette décision-là. Et puis, en aval du projet, tout ne s'arrête pas. Et j'en ai terminé. C'est simplement pour terminer ma boucle. Avant, pendant, après. Il faut avoir de la donnée pour piloter nos politiques, nos équipements, mais aussi nos politiques publiques, pour pouvoir toujours les adapter, en fait. Tout ne s'arrête pas au moment où on nous donne les clés. Et du coup, voilà, c'est comment on va piloter au fil des ans pour avoir un PPF qui peut suivre et puis parfois prendre des décisions politiques d'arrêter ou d'améliorer certaines choses. Merci. On le voit donc, un bon pilotage de la donnée permet aussi d'aller vers le renoncement d'un projet ou la réadaptation d'un projet. Donc c'était intéressant. Merci d'avoir aussi pris le temps d'illustrer et d'aller quelque peu dans le détail. Mais ça parle, je pense, aussi à notre audience. On a parlé de coûts environnementaux, mais vous évoquiez aussi des coûts financiers que chacun peut avoir. Donc je me tourne vers la banque des territoires. Donc Jeanne Carrez-Deboc, vous êtes responsable innovation et données à la BDT. Et donc vous avez, on est toujours dans notre partie cas d'usage, donc pourquoi faire. Vous accompagnez aussi des collectivités. Alors c'est intéressant aujourd'hui, on voit c'est des comités de communes, comités d'agglomération, donc pas que des métropoles. Vous avez peut-être d'autres cas d'usage complémentaires à nous faire part aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Je voudrais commencer par quelques chiffres. Vous avez parlé de chiffres aussi avec votre baromètre de maturité numérique. La Banque des territoires est partenaire de l'Observatoire Data Publica, qui a interrogé près de 300 collectivités et qui sort un baromètre tous les ans sur leur vision, leurs pratiques en matière de gestion des données. Le prochain sort le 12 novembre. Je voulais vous donner 2-3 chiffres en avant-première. Le premier, c'est qu'on voit que les thématiques en lien avec la transition écologique ont vraiment le vent en poupe. Parmi les 5 usages prioritaires des données des collectivités de plus de 3500 habitants qui ont répondu, 3 relèvent de ce sujet: environnement, énergie, éclairage, mobilité. 58% des collectivités interrogées, par exemple, disent qu'elles ont un projet data en cours ou elles ont prévu de mettre en place un projet data sur les sujets liés à l'environnement. Ce qui est beaucoup. En fait, on voit quand même que sur le sujet des données, qui est complexe, on voit bien que c'est complexe, nous on accompagne, mais j'y reviendrai plus tard, je vous présenterai plus tard ce qu'on fait, on accompagne pas mal de collectivités de taille moyenne ou petite, mais on voit bien qu'il y a la crise énergétique qu'on a eue il y a quelque temps et que les enjeux environnementaux auxquels on fait face sont vraiment un accélérateur dans les collectivités locales de pilotage de leur politique publique par la donnée. Autre chiffre, pour 83% des collectivités interrogées, le recours aux données est nécessaire pour répondre aux enjeux environnementaux. En effet, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et alors ça, je sors un peu du sujet environnemental, mais je trouve que c'est aussi intéressant. Seulement 45% des collectivités placent le retour sur investissement, donc le retour sur investissement financier, parmi leurs 3 priorités dans un projet data. En fait, à l'exception de la gestion des consommations énergétiques, où là, le ROI est assez clair, les services pilotés par la donnée permettent d'abord l'optimisation de l'efficacité, améliorer la collecte des déchets, réduire les fuites des réseaux d'eau, limiter la pollution, etc. Donc, en matière d'usage observé, j'y viens. On a parlé beaucoup là de planification écologique. C'est vrai que nous, on accompagne un certain nombre de territoires qui nous demandent de les accompagner à piloter leur plan climat air énergie territorial. Mais on voit aussi d'autres sujets plus ciblés qui émergent et qui se développent. Et alors, si je cite des projets qui concernent certains d'entre vous dans la salle, excusez-moi si je fais quelques raccourcis, j'essaie d'être un peu synthétique sur ce qu'on a repéré, nous. Donc, de nombreux territoires mettent en place, par exemple, des démarches d'identification des îlots de chaleur. Donc, elles utilisent de la donnée, des données de Météo France, elles peuvent mettre en place des capteurs pour récupérer de la donnée, dans l'objectif, finalement, de créer des trames de fraîcheur et de piloter leur politique de végétalisation. Sur la gestion des déchets aussi, on voit beaucoup d'initiatives. Donc, optimiser la collecte des déchets, détecter les dépôts sauvages grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, je peux citer un exemple que je trouve intéressant à Dinard, par exemple, qui a mis des containers intelligents dans les poubelles qui sont proches des lieux touristiques ou proches des lieux de restauration rapide pour pouvoir limiter, en fait, les poubelles qui débordent. Autre sujet que je peux citer, et je suis encore sur un cas très ciblé, Besançon ou Redon, on travaillait avec la start-up Liqumitid qui, elle, utilise les données
Et l'intelligence artificielle pour combler les données manquantes, pour aller repérer et anticiper les fuites d'eau dans les réseaux d'eau. On voit aussi que les données satellites sont de plus en plus utilisées par les territoires pour suivre le recul du trait de côte, pour l'artificialisation des sols. Et puis, on a des collectivités locales qui nous disent qu'on a accès à beaucoup de données. Et ça, vous l'avez dit, on a accès à beaucoup de données, mais l'idée, c'est vraiment de transformer la donnée en indicateur qui puisse nous aider à la décision. Et puis, je termine juste un mot sur... je voulais faire un retour d'expérience donc sur la formation-action dont Oriane a parlé. Donc, avec les interconnectés et intercommunalités de France, on a fait une expérimentation cette année. On a monté une formation-action avec 10 collectivités locales, 9/10 sont des intercos. Et on leur a demandé de venir avec un cas d'usage. Donc, on leur a dit, ce sera une formation-action, vous venez avec un cas d'usage et on vous formera en même temps à partir de ce cas. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié des collectivités avaient un cas relatif à la transformation écologique. On avait des sujets gestion de l'eau, suivi du PCAET, déchets, ce qui est cohérent avec l'enquête en fait, du baromètre. Et l'un des facteurs clés de succès, et ça vous en avez parlé, l'un des facteurs clés de succès dans cette formation a été le binôme qui s'est formé, la collaboration entre services data et services métiers. Et on a vu qu'on a eu de très bons retours des binômes sur ces sujets, qui ont appris à travailler ensemble, appris à connaître le vocabulaire de chacun, etc. Et après, derrière, plus facile aussi de convaincre en interne. Et on a des retours aussi de collectivités, de services data, SIG ou DSI, qui nous disent qu'aujourd'hui, de plus en plus de métiers viennent les voir pour mener ensemble un projet, ce qui est assez positif. Merci. On espère d'ailleurs que cette initiative se poursuivra pour une deuxième promotion, parce que c'est vrai que c'était la première fois que l'on réalisait cette promotion formation Action Data avec des adhérents d'Intercollectivité de France. Avant de vous donner la parole, promis, je me tourne vers Thomas Cotinet, donc directeur d'Ecolab et du commissariat général du développement durable. Vous avez été cité lors de des précédentes interventions. Peut-être revenir sur ce qu'est Ecolab et ce que vous proposez aussi pour les collectivités, et notamment les intercommunalités. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et ravi aussi de voir autant de monde sur ce sujet. Donc Ecolab, c'est le ministère de la transition écologique. Nous avons 2 missions principales et vous allez voir, c'est important pour la suite de ce que je vais développer. La première, on n'a pas encore parlé des entreprises, mais en fait, elles sont aussi très importantes derrière ce sujet-là. Nous avons pour mission de suivre 3000 entreprises dont on pense qu'elles ont un intérêt réel pour l'écologie. Il y en a 300 qui sont labellisées et parmi elles, pas mal d'entreprises qui offrent des solutions en matière de données et d'intelligence artificielle. Et la deuxième mission, nous sommes responsables de l'administration ministérielle de la donnée, des algorithmes et des codes sources pour ce ministère de la transition écologique. Et alors, j'ai envie de faire un premier commentaire, parce que c'est vrai qu'on, dans ces réunions, on parle souvent d'ouverture de la donnée, d'open data. C'est quelque chose qui revient très souvent. La loi Le Maire a été rappelée. Mais dans la donnée de la transition écologique, il y a une particularité que j'ai envie de rappeler. Dès les années 2000, en fait, il y a toute une série de textes européens qui se sont appliqués, qui vous ont amené, vous, collectivités territoriales, nous, l'État, parfois les entreprises, à ouvrir cette donnée. En réalité, une grande partie de cette donnée, elle est ouverte depuis très très longtemps. Mais est-ce qu'on sait qu'elle existe? Pas forcément. Si on sait qu'elle existe, est-ce qu'on est capable de la trouver? Non plus. Et puis si on la trouve, est-ce qu'on arrive à l'utiliser? Pas tout le temps. Et alors, Ecolab a été créé avec d'emblée l'objectif de se mettre en priorité au service des territoires et de le faire avec cette notion d'hybridation publique-privée, parce que voilà, dans les activités que vous avez tous les jours, vous êtes habitué à travailler avec des entreprises, vous passez des marchés publics, donc tous les sujets qui ont été évoqués, eau, éclairage, transport, très souvent se font en partenariat avec des entreprises qui, pour votre compte, vont délivrer une prestation et vont elles aussi avoir à manipuler cette donnée. Donc nous, on essaye de faire en sorte que ces cas d'usage émergent. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué alors que ces données sont ouvertes depuis très longtemps? Il y a un aspect qui revient très très souvent. Voilà, vous incarnez, vous êtes des élus locaux, vous êtes habitués dans vos intercommunalités à travailler avec des élus locaux qui sont de villes de taille très différentes, avec des élus locaux de sensibilités politiques différentes. Donc vous êtes habitués à décloisonner. C'est devenu assez rare dans notre société qui est très polarisée et très cloisonnée. On manque
de lieux de gouvernance, on manque de lieux où on est capable de décloisonner de la sorte, et la donnée en est un peu victime. Donc on essaye d'aller au-delà de cela, avec une approche très concrète. Donc là, il y a eu le premier exemple qui a été cité, ce sont les indicateurs territoriaux de la transition écologique. Pardon. Donc là, c'était assez simple. C'est aller au contact direct des EPCI, des intercos, voilà, sans passer par le filtre des associations comme la vôtre, mais en partenariat avec vous. Donc c'est vraiment d'aller dans les collectivités, de passer du temps avec vous, soit fonctionnaires territoriaux, soit élus locaux, pour déjà comprendre tout simplement quel est votre besoin. Parce que c'est vrai que là, on va direct parler de quel est le cas d'usage, mais le truc qui est très important, je sais qu'il y a, si vous êtes là, il y en a une partie parmi vous qui ne sont pas complètement convaincus, parce qu'il y a toute une série d'échecs retentissants dans ce domaine-là, de projets numériques publics qui n'ont jamais vu le jour, ou alors de projets auxquels les collectivités ont contribué sans qu'on revienne vers elles pour leur montrer à quoi ça servait, etc. Et tout. Mais en réalité, le premier point, c'est qu'il faut impérativement un cas d'usage. Donc nous, la mission qui nous a été confiée, ça a été d'aller au contact des collectivités et de déjà vraiment comprendre quel est le besoin. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est cette notion d'aide à la décision. Et on se rend compte, c'est pas forcément si compliqué que ça. Derrière, une fois qu'on a bien délimité le besoin, un besoin d'aide à la décision, je suis un élu local, j'ai des pistes cyclables à installer, quel est le meilleur endroit où le faire? Déjà, est-ce que je peux me situer en tant qu'intercommunalité par rapport à mon département? Où en suis-je en termes de kilomètres de pistes cyclables? J'ai une politique volontariste d'installation d'énergie renouvelable, mais où faut-il les mettre? Et là aussi, pareil, où puis-je me situer? Voilà. Sur tous ces sujets-là, en définitive, une fois qu'on a passé beaucoup de temps, d'énergie à vraiment qualifier le besoin de l'élu local ou du fonctionnaire territorial, et bien derrière, finalement, on parle beaucoup d'argent, mais nous, on se rend compte que ce n'est pas si coûteux que ça, que d'élaborer des outils qui vont aller chercher les bonnes données et proposer un service d'aide à la décision. Donc il y a un énorme sujet de qualité de cette donnée. Alors ça rend parfois les discussions un petit peu compliquées, parce que je vous disais tout à l'heure qu'elle était en très grande partie ouverte depuis très longtemps, mais cela n'a pas été fait de façon organisée, et l'État a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc on a sédimenté des tonnes et des tonnes de données que vous produisez, ou que l'État produit, ou que parfois les entreprises que vous mandatez produisent, sans que vous puissiez en profiter. Et tout ça, n'est pas de qualité. Donc il y a un gros travail qui est fait pour répondre à votre question sur ce qu'on appelle les métadonnées. Alors les métadonnées, c'est quoi? C'est un peu la carte d'identité d'une base de données. Toute base de données a une forme de carte d'identité qui va définir c'est quoi la base de données, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui l'a produit et à quoi ça sert. Alors ça peut paraître évident, mais en fait c'est énorme comme enjeu. Il y a derrière un enjeu de langage commun. Et on est vraiment au début de l'histoire. On est en train de retraiter, en gros, une vingtaine d'années pendant lesquelles on a produit toutes ces données n'importe comment. Et donc, il y a tout un travail qui est fait. Alors, on parle de catalogage, comment indexer pour pouvoir après mieux les retrouver. Et une fois qu'on a fait ce travail d'une meilleure définition du besoin, donc là, on a évoqué brièvement le besoin d'indicateurs, on pourra y revenir, et que derrière, on fait ce travail de cartographie, d'identification des données, et d'aller aider les territoires à repérer les données de qualité. Après, derrière, il y a un travail de conception d'outils d'aide à la décision qui n'est pas forcément si coûteux et si compliqué que cela. Et on va revenir tout à l'heure dans le comment. Alors je me tourne vers vous maintenant. On a vu quand même plusieurs cas d'usage, mais Thomas Cottinet l'évoquait. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui souhaitent partager un cas d'usage, mais peut-être même encore plus intéressant, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent partager un non-cas d'usage? C'est-à-dire, est-ce que vous rencontrez des freins pour aller sur le lien entre data et politique publique? Oui, monsieur. Alors, 2 questions. Monsieur a levé la main avant, juste ici, je vous en prie. Merci de vous présenter et de présenter le territoire, votre territoire, s'il vous plaît. Bien sûr, Johan Brizard, je suis le directeur d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau qui travaille à l'échelle de Massy-Versant sur 11 intercommunalités. Et on est en plein dans ces questions d'échange de données avec nos intercommunalités qui utilisent beaucoup d'informations qui sont très précieuses à la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Et nous, on fournit beaucoup de données de terrain qui pourraient leur être très précieuses, je le mets au conditionnel, parce qu'aujourd'hui, ils ne les voient pas. Donc on travaille un outil de partage de données avec les 11 intercommunalités.
Certaines sont très motrices, ont bien vu l'enjeu, d'autres pas du tout. Et on voit des écarts entre celles qui ont déjà un service SIG en interne, plutôt les grosses collectivités, et c'est les collectivités rurales. On voit vraiment un grand écart, et celles qui ont des services d'ingénierie, celles qui n'en ont pas. Alors ça marche avec à peu près la moitié pour le moment. Donc on a développé en interne, en recrutant un géomaticien également, qui fait de la programmation informatique en web, pour pouvoir partager les données avec les intercommunalités et aller plus loin. On a fait cette étude de définition des besoins pour eux aussi, c'est-à-dire, vous l'avez évoqué, l'échange des données intra-services dans une même collectivité, l'assainissement, la voirie, l'urbanisme. On s'est rendu compte qu'ils n'échangeaient pas leurs données en fait. Alors les mêmes données qui pouvaient nous intéresser pouvaient aussi intéresser les interservices. Donc on a essayé de développer un outil pour que quand ils vont ouvrir un logiciel QGIS par exemple, la base de données soit la même, elle soit partagée entre tous les services et aussi avec nous. Et à l'inverse, nous, les données qu'on va mettre en place sur cet outil, que eux, sur leur SIG, ils y aient accès. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Alors c'est pas simple, hein, tant sur le message politique, parce qu'il faut le faire passer d'abord politiquement, que techniquement, et avec les services, parce que ça leur demande évidemment un investissement de temps, en plus de ce qu'ils font à côté. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir un outil très simple, ce que vous avez dit de ne pas faire une usine à gaz. Voilà, c'est vraiment l'enjeu principal pour les services, ou nos collègues, pour que ce soit très facile. Et après, on va aller dans l'accompagnement, la formation, parce que ce n'est pas tous des géomaticiens. Hein, voilà, donc on utilise tous un peu le géoportail, c'est facile. L'idée, c'est d'avoir un outil géoportail sur un SIG libre et que leur base de données, ils n'aient pas trop à se poser de questions où elle est. Est-ce qu'elle est à jour ? Nous, on va faire ce travail-là avec un géomaticien. Mais c'est pas, on a beau le dire, c'est pas simple à mettre en place. Ça fait plus d'1 an qu'on y est là, et voilà, il vient d'être développé hier. Maintenant, on va être il va falloir l'alimenter. Mais sinon, je vous invite à essayer à notre échelle de bassin versant, où il y a par exemple 4 ou 5 intercommunalités, à faire une analyse des systèmes d'assainissement non collectif pour avoir une vision de bassin. Bon, on a fait l'exercice comme ça, c'est pas simple. Donc nous, le point de départ, c'était ça, essayer d'avoir des échanges de données faciles à partir de données SIG, métiers, et on se rend compte que même les services n'ont pas accès à la donnée. C'est-à-dire que la donnée, elle est externalisée dans des bureaux d'études qui vendent les SIG métiers, et que quand ils veulent les exploiter, ils ne savent pas faire, en fait. Ils ne peuvent pas. Donc il faut vraiment quasiment aller chercher les prestataires. Ils ne sont pas maîtres souverains de leurs données. Et donc ça, c'était un argument aussi un peu fort qu'on leur a dit, c'est aujourd'hui vous avez de la donnée, mais vous êtes incapable de la traiter parce que vous ne la maîtrisez pas. Donc là, on est aux portes de Limoges, pas loin de l'Angoumoisin. C'est vrai que les démarches commencent par les services SIG très souvent, mais il y a quand même des difficultés. Monsieur le Président, vous vouliez intervenir peut-être ? Oui, bonjour, Pierrick Tranchevent, donc vice-président de l'économie à Mayenne Communauté, et puis aussi par ailleurs vice-président en charge de la transition énergétique sur territoire d'énergie. D'abord, merci de cette question sur les données, parce qu'on est vraiment au tout début, nous, de comprendre ça. On a besoin d'une acculturation extrêmement forte pour comprendre ça. En interne, à Mayenne Communauté, nous avons commencé à travailler cette question-là, sur la question du foncier économique, en élargissant et pour avoir toutes les données possibles. On a bien vu qu'effectivement, l'absence de partage de données sur nos mêmes services, c'était une difficulté qu'on a pu contourner. Voilà. Après, la démarche est progressive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on élargit, à chaque fois on rencontre une difficulté nouvelle qui vient se présenter à nous, mais là je suis plutôt confiant. Où je suis un petit peu sceptique, c'est sur la difficulté que l'on a dans le cadre de la transition énergétique, qui est un vrai sujet sur lequel il y a des gyrophares partout qui clignotent, et sur lequel on a besoin de données. Quel est le bon territoire pour le faire ? Il y en a plusieurs. Il y a bien sûr la communauté, mais pas que. On voit bien qu'on a plusieurs territoires. Et je prends un exemple sur la production d'énergie photovoltaïque, par exemple, qui va très vite, qui se développe très vite, ou le plan d'élaboration des bornes, des SDIRV pour les recharges de véhicules électriques. Nous n'avons pas accès, et ce n'est pas possible, les données d'Enedis. Et donc, il y a on cache ces données-là. Ce n'est pas le nombre de réunions qu'on a fait avec Enedis qui manque, mais comment on peut élaborer quelque chose de fiable à partir du moment où il vous manque un tiers des données qui ne sont pas là. Or, au nom du secret des affaires, on ne le dit pas. Donc,
on peut être qualifié de dépensier, comme on l'a dit et redit pendant ces 2 jours, mais sincèrement, comment voulez-vous faire quelque chose où on va implanter un système de bornes alors que Enedis, qui sait qu'on va en implanter un de manière privée, également, nous on va s'abstenir, on s'abstient trop tard. Et donc voilà, on a la même chose sur le EDF avec le marché d'électricité sur lequel on a basculé, etc., où les données ne sont pas claires. Donc, comment arriver à ce partage des données en fonction de l'élasticité de nos territoires? Voilà, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Par contre, on a le sujet chez nous et vraiment, c'est un problème d'efficience parce que notre pays saura. On voit bien les territoires. On est à l'heure des rendez-vous de la production d'énergie. On est à l'heure. Sur un tas de choses, les territoires sont là. Mais par contre, le data, comme vous le dites, toutes les données là, on n'est pas au rendez-vous. Et on n'a pas créé, d'un point de vue judiciaire, des obligations ou des réglementaires qui font qu'on puisse partager de manière sécurisée, j'en l'entends, mais toutes ces données-là. Merci beaucoup. Je crois aussi... Hop, je redonne le micro. Je crois que dans la salle, Vincent Breteau est peut-être disponible. Ah, voilà. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez transmettre le micro à monsieur? Donc Vincent Breteau, je vous présente, le temps que le micro arrive, donc DGS d'Orléans Métropole. Votre collègue évoquait un travail en commun donc avec Budget Sud. Vous avez travaillé sur la démarche « Et si l'écologie était la matrice de toutes les politiques intercommunales », mais peut-être vous souhaitiez réagir aux propos qui ont été tenus tout à l'heure. Merci beaucoup, je vais être très, très rapide. Effectivement, avec Florence, on est membre de l'association des DG, des communautés de France, et qui avait élaboré le film qui avait été diffusé l'année dernière à Orléans, effectivement, sur la question de la transition. Moi, je voulais éventuellement aborder un peu, mais en fait, je vois qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, élus, techniciens, dans des territoires qui sont très différents de Comcom ou des territoires un peu type, enfin des grands territoires, bassins versants ou des métropoles. On a quand même ce sujet de l'accès, enfin déjà de la connaissance des données disponibles. Je pense que c'est un sujet énorme, même en interne, hein. C'est-à-dire qu'on produit des tonnes de données dans tous les services et le service d'à côté ne sait même pas que cette donnée existe. Donc quand il s'agit de savoir, même si des données existent ailleurs, chez d'autres acteurs, voilà, même des fois, encore une fois, la direction d'à côté. Donc on a vraiment ce sujet de la connaissance. Ensuite, on a lié à ça, est-ce que cette donnée peut être utile? Il y a des services qui produisent des données, enfin ils savent même pas qu'ils produisent des données. C'est-à-dire dans leur exercice de leurs compétences, ils produisent des données incidemment, données qui pourraient être utiles à d'autres, et ils s'en rendent même pas compte. Donc voilà, on a un énorme travail. Et donc moi, ce que je vis au quotidien, on essaye de mener un travail d'organisation. J'ai mis en place une délégation générale à la transition écologique, un peu sur le même modèle que le SGPE. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, la question du management des données se rejoint très vite la question du management tout court, du management de projet. Et donc ça, c'est voilà, un premier élément, un premier enseignement. L'autre élément, c'est effectivement ce qui a été mentionné sur l'ouverture des données. Moi, je suis assez perturbé par le fait qu'on nous parle beaucoup d'open data, d'obligation d'open data, dans tous les sens, avec l'argument massu qui est c'est quand même normal que le contribuable ait accès aux données pour lesquelles il a payé. Et moi, j'aimerais bien que les opérateurs téléphoniques pour lesquels on paye donnent les données de mobilité dont on a parlé tout à l'heure. C'est le même raisonnement, voilà. Et je ne vois pas bien ce qui permettrait de dire qu'eux, ils n'ont pas à fournir ces données à leurs clients, qui sont également des contribuables et des citoyens, et donc en fait indirectement à la sphère publique. Donc voilà, et je pense que là, c'est quand même un sujet, on se heurte en permanence à ces questions d'accès à des données d'opérateurs privés qui interviennent sur nos territoires, parfois à des échelles importantes, et qu'on ne peut pas obtenir. Et pendant ce temps-là, nous, on dépense quand même beaucoup d'argent pour reconstituer ces données et pour ensuite les mettre à disposition gratuitement de ces mêmes opérateurs. Enfin, on est quand même dans un monde un peu dingue. Et alors, nous, pour essayer de résoudre un petit peu ce problème, on a introduit depuis peu des clauses data dans nos marchés publics pour imposer aux opérateurs qui travaillent pour nous de fournir les données qu'ils vont produire dans le cadre de ce marché, évidemment. Et donc ça, on le fait depuis peu. Ça a été quand même des discussions pas forcément évidentes pour retrouver les clauses qui soient juridiquement valables, etc. Donc
mais vraiment, c'est cet enjeu à la fois de l'obtention des données, de la connaissance de ce qui existe et du management de ces données dans un contexte de transversalité qui est jamais facile à mettre en place. C'est vraiment un constat, je crois, qui est partagé, que je souhaitais partager et mettre dans le débat. Merci. On va passer à la partie 2 et on l'a un peu évoqué ensemble sur ces éléments de l'utilisation de la donnée. Donc, quelles données, quelle source de la donnée, de la donnée entrante, sortante, par qui elle est produite, vous l'avez rappelé. Mais peut-être je vais me retourner vers Antoine Pélion. Vous avez eu donc pas mal de réactions des territoires aujourd'hui. Peut-être sur ce sujet qui... Alors, on a parlé de prestataires privés aussi, mais ce lien entre les collectivités et l'État pour utiliser de la donnée nationale, mais pour aussi envoyer de la donnée à l'État, puisque les collectivités, on va le voir juste après avec Marlène Le Deville, mais les territoires envoient de la donnée. Est-ce que vous avez une réaction sur cette première partie, cette partie introductive, enfin une partie introductive pour la partie 2? Énormément de sujets là ont été abordés. Je voudrais revenir peut-être sur quelques points, un peu de méthode effectivement, qui me paraissent un peu indispensables. On a tous dit, et vous avez tous dit, qu'on a en fait à la fois énormément de données qu'on n'arrive pas bien à ranger, qui ne sont pas forcément bien interopérables, sur lesquelles le partage est insuffisant parfois. Et donc ça nous fait énormément de chantiers. Et je pense qu'on est dans le même bateau. Et on travaille beaucoup avec Thomas Cotinet des Collabs pour essayer, nous, donc en lien SGPE et Collab, pour essayer de pouvoir, pour un certain nombre de jeux de données, développer au maximum le partage, l'interopérabilité, et de les recentrer vraiment sur des actions, sur des données qui soient les plus possibles utiles pour le passage à l'action, le pilotage, la mesure du résultat, et en prenant la grille qui est celle du SGPE, c'est-à-dire des leviers concrets d'action pour arriver à nos objectifs de planification écologique, et en essayant de se limiter à quelques indicateurs clés par levier. Donc, quelques indicateurs clés par levier, interopérabilité, dans une logique de suivi au maximum, et ça je pense que c'est très important, de flux physique et pas de se perdre dans des calculs très compliqués d'équivalent d'émissions carbone sur l'ensemble de tous les sujets. Ça, souvent, ça nous amène dans une très grande complexité et perplexité aussi, puisque, et par ailleurs, il y a des différences de méthodologie à tous les coins de rue, et donc de ce fait, à la fin, on a l'impression de parler de la même chose, et en réalité, on additionne des choux, des carottes, et c'est assez peu utilisable. Donc simplicité dans la métrique, entre guillemets, ça, je pense que c'est absolument indispensable. Donc le chantier est extrêmement vaste, et je pense que nous, en tout cas, le rôle, je considère côté État, c'est d'essayer d'avoir un peu en langage data, le MVP, le minimal, le produit vital product, donc du coup le minimum qui nous permet d'avancer là-dessus en étant au maximum interopérable, au maximum ouvert et à une maille géographique la plus fine. Je voudrais en profiter du coup pour 3 petits sujets de cas très concrets, je pense que de partage quelque part de retour d'expérience qui à mon avis peuvent être utiles. Le premier, on a, je pense toutes et tous, un énorme sujet, et l'État le premier aussi en termes de bâtiments, d'un sujet de pilote, de rénovation de nos bâtiments, de connaissance de notre bâtiment, etc. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais j'attire l'attention collective sur quelque chose que je trouve vraiment super, qui est fait par le CSTB, qui est une base qui ont numérisé l'intégralité de tous les bâtiments France entière. Donc il existe une base numérique et agrège l'ensemble des données disponibles sur à la fois la conception de ces bâtiments, leur consommation d'énergie, donc tout un tas de données qui sont pas encore totalement parfaites, mais à date, en tout cas, c'est le mieux et le plus complet qu'on ait. Et il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent être tirés. Identifier à la maille du coup d'une commune l'intégralité des bâtiments qui se chauffent aujourd'hui au fioul. Essayer de recalculer ce qui est un DPE théorique pour comparer avec les DPE mesurés et essayer de détecter les cas où il y a des margoulins qui viennent vendre des faux DPE. Donner des indications sur l'efficacité de rénovation énergétique. Voilà. C'est pas parfait, mais en tout cas, je partage avec vous le fait que c'est une bonne base de départ et il y a un travail qu'on a mené avec eux pour l'ouvrir à tous. Pour l'instant, l'accès est payant et donc je pense qu'on doit avoir comme objectif du coup de rendre ça accessible à tout le monde. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, parce qu'on a parlé aussi un peu financement et données, je pense qu'on a un sujet en commun qui n'est pas simple mais qui nécessite d'avancer,
qui est ce qui a été voté dans la loi l'année dernière, qui est la cotation verte des investissements des collectivités sur l'investissement à partir de 2025 en matière de décarbonation. Et ça va être une source nouvelle de données quelque part. Et je pense qu'il faut qu'on parte tous du bon pied là-dessus, avec des nomenclatures qui soient communes pour qu'on puisse se parler, avec des choses qui ne soient pas des usines à gaz. Ça se joue maintenant. Donc là, pareil, je ne développe pas beaucoup plus, mais je signale ce point qui me semble être déterminant. Et puis, troisième sujet très concret, parce qu'on vient de le lancer hier, et donc et je trouve que c'est aussi une opportunité. On vient de lancer donc en lien avec l'ADEME, avec aussi la DINUM, donc la délégation internationale au numérique du côté État, un outil qui est pour l'instant en bêta-test, donc du coup qui est en forme de co-construction encore pour quelques mois, qui est très concrètement destiné au grand public pour les accompagner dans les actions de transition, mais qui intègre à la fois, qui part du moteur empreinte carbone de l'ADEME, nos gestes climat, pour que chacun puisse faire son diagnostic, et qui fait de la recommandation des actions à mener pour réduire son empreinte, et qui pour cela intègre l'intégralité des accompagnements, aides financières, etc., qui sont mis à disposition, d'une part par l'État bien sûr, mais avec un mapping aussi de ce qui est fait par l'intégralité des niveaux de collectivité, pour que sur un sujet donné, on arrive à voir l'ensemble. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais du coup, ça peut être une brique utile. Cette brique-là, elle est en cours de conception et de co-construction. C'est un outil qui est gratuit. Je dis ça parce qu'un certain nombre de collectivités se sont engagées dans ce type de dispositif-là et c'est vite très très cher. Et donc là, on met à disposition l'infrastructure et on est prêt à construire ensemble quelque chose qui soit le plus efficace possible. Donc voilà, trois cas d'usage très concrets et qui sont aussi des éléments de méthode quelque part. Alors, parfait. On voit donc que le chantier est engagé en matière de mise à disposition des données auprès des collectivités, en tout cas côté État. Mais on est sur une partie méthode. On va essayer quand même d'ouvrir un petit peu le capot et d'aller plus loin dans le détail. Donc, je voudrais, Marlène, le Dieu de Ville, vous transmettre la parole sur ce sujet parce que le chantier est engagé dans la mise à disposition, mais est-ce qu'il répond aux besoins concrets des intercommunalités et plus largement des collectivités ? Alors, j'entends parler de beaucoup de choses. On est tous d'accord sur déjà toutes les difficultés qu'on peut trouver sur notre chemin, notamment avec les opérateurs privés qui n'ouvrent pas leurs données. Et par ailleurs, dans la relation avec l'État, alors en termes de transition écologique, de données environnementales, il y a une énorme production de données publiques. Et c'est le problème, c'est qu'elle est énorme sur des plateformes diverses et variées. Et quand on est notamment une interco de taille modeste, quand on a une personne, deux maximum, qui fait non seulement donc, le travail de SIG, mais aussi de data scientist, enfin il fait tout, quoi. Aller chercher l'information, ça relève de la gageure impossible. C'est la difficulté, on me remonte, ouais, mais on aurait bien voulu, ça avait l'air intéressant, mais j'ai pas trouvé, ou bien j'ai pas réussi, je sais pas comment je me connecte à ces données, comment je fais pour la récupérer, c'est une difficulté. Et on parle beaucoup de données territoriales, mais on se rend compte qu'à la maille de l'interco, cette donnée n'existe pas. Elle peut être à la maille de la donnée de la région, elle peut être à la maille du département, mais elle n'existe pas forcément à la maille du bassin de vie, on va dire. Donc, ou bien on ne sait pas la trouver, mais enfin, il y a un problème par là. Par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est on nous demande, au travers de plusieurs réglementations, de remonter un certain nombre d'informations aux différents services de l'État. Et souvent, et là il y a quand même un gros problème, là on n'est pas dans la donnée ni dans l'open data, on est censé remplir par exemple un fichier Excel, tout bête, mais tellement mal fait qu'on ne peut pas l'automatiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous extraire nos données, saisir, et puis ça remonte, et puis on peut se resservir de la donnée pour nous-mêmes. Je donne un exemple, la loi AGEC qui parle des achats, des économies circulaires, des achats avec des obligations de matériaux recyclés, réutilisés, réemployés, enfin tout ça. Et là c'est très vaste, et je ne sais pas si c'est chaque année ou tous les 6 mois, j'en sais rien. Mais il y a une personne dans la collectivité qui prend son bâton de pèlerin, qui va voir tous les services et qui leur demande les informations demandées par l'État. Et ça
Ces informations, on ne voit, c'est extrêmement difficile à renseigner, c'est très chronophage et ça ne nous sert pas parce que de toute façon, on va les saisir, on va les remonter et puis elles vont être remontées. Et il y a plusieurs comme ça exemples où on fait remonter l'information à l'État, mais cette information ne nous redescend pas d'une manière ou d'une autre. Et il y a un dernier aspect qui sont sur des indicateurs, par exemple des indicateurs nationaux, et on ne voit pas en quoi, à notre échelle, ils vont être utiles. Par exemple, le PCAET. On travaille sur le PCAET, plan climat, air, énergie territorial, pour ceux qui ne connaissent pas. On en est à notre deuxième, et il n'y a pas très longtemps, c'est juste anecdotique. Le responsable de ce PCAET vient nous présenter tout son travail et tous ses objectifs demandés par l'État à réaliser en termes de réduction de nos émissions à gaz à effet de serre et compagnie. Et on arrive sur la partie d'Eveco. Alors, il nous donne moins 50% à 2050. Enfin, je dis un peu n'importe quoi. Et il y a le président qui le regarde et qui lui dit « Mais attendez, nous, on est en train de nous développer, on est en train d'accueillir des tas d'entreprises, notamment, qui vont travailler sur les e-carburants, qui vont travailler sur des choses où on va être obligé de consommer, obligé d'utiliser de l'énergie, donc on ne pourra pas répondre aux critères. » Ça ne veut pas dire, pour autant, on va travailler pour d'autres territoires, pour leur permettre d'obtenir des énergies renouvelables, des énergies... Donc, voilà, c'est ces indicateurs aussi qui ne correspondent pas entre ce qui est demandé par l'État et ce que nous devons produire et ce qui nous serait utile. Merci. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je retourne. N'hésitez pas à lever la main. Non. Si, madame, pardon. Juste, peut-être il est possible de donner le micro à madame. Merci. Oui, bonjour. Pardon. C'est bon, oui, bonjour. Bonjour, madame Tabuteau, conseillère déléguée en charge de la mobilité au sein de la communauté de communes Vienne et Gartempe. Donc, c'est dans la Vienne et c'est, quand on dit Vienne, c'est Futuroscope. Donc, du coup, ça va me permettre justement d'en parler. 2 questions en une. Sur tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, j'ai bien entendu qu'il fallait transformer la donnée en indicateur d'aide à la décision. À l'heure actuelle, où on est en restriction budgétaire, on sait que les charges sont toujours plus importantes et les recettes moindres. Est-ce que du coup, nous allons devoir traiter et rechercher donc l'information des données? On parlait tout à l'heure de projets, que chaque projet doit être analysé en fonction des données qu'il a, et en particulier sur le volet écologique, pour nous aider à la décision dans un premier temps. Et du coup, quelle est la limite de cette analyse et de cette décision? Je vous donne un exemple tout simple. J'ai parlé du Futuroscope. À l'époque, c'était René Monory qui avait donc initié ce projet. Il n'avait pas les données, il ne savait pas forcément si ce projet correspondait et c'était un besoin sur son territoire. On sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je doute qu'à l'heure actuelle, si on analysait l'intégralité des données qu'on peut avoir aujourd'hui sur un territoire, on prendrait le risque, donc c'est la part de risque du coup de la décision politique, de réaliser ce type de projet. Et c'est ce qui c'est ce qui m'interroge du coup sur la corrélation entre l'analyse de données et la décision politique. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mon propos. En tout cas, si, sur l'arbitrage politique vis-à-vis de la donnée, peut-être que là, votre question est intéressante parce que peut-être 2 typologies d'acteurs peuvent vous répondre, l'État et peut-être les élus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre cette question en salle. Allez, monsieur le secrétaire général. Mais de façon très simple, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre avoir beaucoup de données d'évaluation, de croiser plein de choses et donc du coup avoir du multicritère, et puis néanmoins pas non plus pas s'appuyer, en tout cas pas utiliser ce prétexte pour ne pas agir. Donc il faut trouver il y a beaucoup de choses qui peuvent d'ores et déjà se faire et qui sont déjà enclenchées dans l'action très concrète, très opérationnelle. Et donc quelque part la donnée c'est jamais l'objectif, c'est le moyen pour pouvoir améliorer les choses, et il faut le prendre comme tel, me semble-t-il. On est quand même après dans un moment qui est quand même très différent. Le moment historique qu'on est en train de vivre sur les sujets environnementaux
est un moment où on est en train de toucher du doigt les limites physiques du système. Moi, ce qui me préoccupe le plus dans tous ces trucs qui sont globalement pas toujours des très bonnes nouvelles, que ce soit le climat, la biodiversité, etc., c'est la question de nos ressources naturelles et de leur finitude, la question de l'eau, la question des matières, de la biomasse, du foncier. Biomasse, hein, c'est la forêt et terres agricoles. Je redis ce chiffre qui est absolument terrifiant, que j'ai déjà partagé avec un nombre d'entre vous. Au cours des 10 dernières années, la forêt française, la croissance de la forêt française a été divisée par 2 en termes de croissance de bois annuel, alors même que la surface de la forêt s'étend. Parce qu'à cause du changement climatique, il y a moins d'eau, dit schématiquement, les arbres poussent moins vite, et puis les mortalités sont supérieures. Et donc, quand même on a plus de forêt, le bois croît 2 fois moins vite. Je dis ça parce que du coup, c'est un changement d'époque. Donc, on a ces ressources qui sont du coup finies. On est en train de buter les limites. Et donc, il faut organiser des questions d'allocation, de répartition. Et tout notre système, à la fois de gouvernance, démocratique aussi, est fait pour se partager quelque chose en croissance et est très mal fait pour se répartir quelque chose qui est en quantité très limitée et d'alloué. Et donc, de ce fait, c'est ça qu'il faut qu'on invente collectivement, et la data est au service de tout cela, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce qu'on a de la donnée que tout d'un coup les choses seront résolues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est là où je passe habilement la parole à mon voisin, puisque le sujet est un sujet de délibération et de choix politique in fine, et donc dans la main des élus. D'arbitrage politique. Alors, je ne sais pas si ce sera l'arbitrage politique, mais le pire, ce serait, et je réponds à ma collègue du Poitou-Charentes, de l'ex-Poitou-Charentes, le pire, ce serait d'avoir de la data et de ne pas l'utiliser. Un peu ce qu'a fait Agnès Pannier-Runacher ce matin devant nous. Elle nous a dit qu'on payait 1,5 milliard parce que la France n'atteignait pas les objectifs en matière de collecte et de recyclage du plastique. Pourquoi a-t-elle oublié de dire, alors que nous sommes des grandes personnes et capables de l'entendre, que cette situation catastrophique de la France, parce que c'est quand même cher, 20 et quelques euros par habitant, payé par tout le monde, sauf que cette performance-là, elle est essentiellement due à 2 régions, l'Île-de-France et la région Sud. Partout ailleurs, les collectivités ont fait le nécessaire pour que la performance soit au rendez-vous. Partout, ces données existent, etc. Par contre, bizarrement, en liant la même question des plastiques, le ministère a engagé cette idée d'une consigne des bouteilles plastiques qui va venir perturber le service public, engager cette idée-là en disant que c'était la solution. Mais vous savez sur quelle base le ministère a lancé ça ? Ah, il y avait des données. Elles étaient fournies par un groupement qui s'appelle Loop. Et ce groupement, c'est un groupement de professionnels, d'entreprises, qui fabriquent les machines à déconsigner. Non mais vous en souriez. Mais pourtant, la crispation qu'on a eue ce matin en fin de journée, en fin de matinée, elle est là-dessus. On est impacté, nous, dans nos collectivités, sur la gestion du service des déchets, parce qu'on a des menaces là-dessus. Et là, on avait des données, on ne les utilise pas. Alors, heureusement, les démarches des associations nationales d'élus, dont Intercommunauté de France, ont poussé du côté de la direction de la prévention des risques à ce que l'ADEME soit saisie de certaines études. Mais encore, il faudrait l'espérer, que ces études vont servir. Donc la donnée, on peut en avoir, mais des fois ne pas l'utiliser. Et pour nous, collectivités, c'est aussi la même question. Je veux dire, on peut se payer des tas de géomaticiens, de statisticiens, mais c'est pour ne pas savoir quoi en faire. Donc par contre, la question, et ça a été un peu abordé et je remercie l'association des DG de communautés, parce que leur travail est intéressant là-dessus, pour savoir comment, de façon opportune, sur chacune des marches qu'on peut fonder, des marches de développement économique, des marches de transition énergétique, comme l'a rappelé Pierre-Yves Trangevant ce matin, il y a énormément de territoires qui ont fait de la planification énergétique. Et ils butent parce qu'on n'a pas les prévisions de transformation du réseau Enedis, on n'a pas toutes les consommations partout de tous les acteurs, et pourtant c'est ça qui était nécessaire aux communes pour faire de la planification. J'y reviendrai sur cette question de la planification parce qu'il y a un autre domaine en matière de données, c'est aussi, j'allais dire, la norme de la donnée. Donc, je ne vais pas y revenir, je vais le dire tout de suite, vous me permettez Clément ? Je ne sais pas si ça vous arrive tous, dans toutes vos communes. Là, on ne parle pas d'interco, puisque ce sont les communes qui ont été amenées à faire la planification. Vous avez tous reçu, vous allez recevoir le document cadre de votre chambre d'agriculture. Non ? Ça n'a pas l'air de vous parler. Mais pourtant, vous allez découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que la terre française, ce n'est pas le cadastre. La chambre d'agriculture a travaillé sur un parcellaire qui n'est pas celui du cadastre. Résultat, on s'aperçoit, et c'est le cas de ma commune et la commune voisine, que la chambre d'agriculture, elle met des zones favorables au PV au sol, sur l'église, sur la voirie, etc. Non, mais on en rigole encore, mais là aussi,
Et pourtant, c'est déterminant. Sachez quand même que ce travail des chambres d'agriculture va s'imposer à nous, y compris dans nos PLUI, pour ceux qui ne sont pas existants, en matière de planification du photovoltaïque au sol. Donc là aussi, sous-utilisation, mauvaise utilisation, référence non partagée, c'est quand même un souci. Et je le dis en face parce que je sais que dans la salle, il y a un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent, le CEREMA, la NCT, ils sont là et ils savent aussi qu'ils ont des petits problèmes d'ajustement sur les données qu'ils nous fournissent et ça c'est déterminant. Donc je le dis encore parce que le travail de l'équipe de Marlène et de la commission, c'est d'arriver à ce que Intercommunalité France puisse faire remonter les besoins les plus absolus, les plus utiles, les plus basiques de la donnée pour le pilotage des données locales. Et puis on a peut-être un travail de balayage à faire sur ceux qu'on ne veut plus voir parce qu'on nous fournit des tas d'informations dont on n'a plus que faire et essayer d'avoir par opération, par démarche singulière, un environnement de données qui fasse qu'on se sécurise et qu'après on les utilise. Ou pas, si on n'a pas envie. Merci. Je reviens quand même sur les propos qui ont été tenus sur la mise à disposition des données. Marlène Le Dieudeville l'évoquait sur la masse d'informations quand même déjà disponibles. Je me tourne vers Thomas Cotinet, directeur d'Ecolab. Vous avez quand même travaillé sur ces questions et vous proposez alors différents outils. On a vu il y a quelques limites encore critiques, mais j'aimerais que vous reveniez sur des outils tels que Mon Espace Collectivité qui existe déjà, ou encore la plateforme des territoires engagés dans la transition écologique. Peut-être que vous avez quelques mots à nous dire là-dessus. Bon ça tombe mal, désolé, ce ne sont pas des outils qui sont portés directement par Ecolab, mais bien par le pôle ministériel, par la NCT ou l'ADEME. D'ailleurs, quand je m'exprime pour le compte de l'ensemble de ce pôle ministériel qui comprend l'activité de l'ADEME, de la NCT, du CEREMA, bien évidemment. Mais alors, je me permets de prendre d'autres exemples. Et j'ai quand même une bonne nouvelle par rapport à ce que disait Marlène. Donc, ces fameuses données qui sont remplies, qui ne servent à rien, etc. Donc, on a identifié, nous, 60 000 bases de données de ce type-là. Donc, il y a un travail qui est en cours et qui va être rendu public au début de l'année 2025 pour justement ça vous soit restitué. Ça va être logé dans une plateforme qui existe déjà, qui a été mise en place par le gouvernement, qui s'appelle datagouv.fr. Donc il y aura un écologie-datagouv.fr et qui est co-construit avec vous. C'est-à-dire qu'on est en train de le concevoir avec des collectivités territoriales. L'objectif n'est pas uniquement de rendre accessibles ces données, parce qu'un des gros problèmes, et on le voit derrière, c'est les trouver, les identifier vite, enfin savoir quelle est la donnée qui va vraiment m'aider à décider. Donc il y a ce sujet-là. Mais on travaille aussi sur la question de réplicabilité. Donc par exemple, on est allé voir comment la métropole de Lyon avait utilisé toutes les données disponibles. Et je reconnais qu'il y a un problème avec la donnée des entreprises privées. On appelle ça dans notre milieu la donnée d'intérêt général. Si vous avez l'idée à Interco de France de suggérer un amendement sur le sujet, ça serait très bien, parce que c'est l'angle mort de la politique publique de la donnée depuis 4 ou 5 ans. Je reconnais qu'on ne va pas assez vite là-dessus. Alors, l'exemple que je prenais, la plantabilité, comment une métropole utilise toute la donnée disponible, y compris la donnée des opérateurs, pour améliorer sa politique publique de plantation d'arbres. Et comment, grâce à des outils qui mettent à disposition massivement les données, et là on retrouve le sujet tout à l'heure que j'ai appelé le catalogage, ces fameuses métadonnées, ce travail à faire sur les cartes d'identité des données, leur donner un petit nom, savoir ce qu'il y a dedans. Comment est-ce que ça peut permettre à la métropole de Bordeaux de faire la même chose, mais avec 10 fois moins de jours à mobiliser? Donc ça y est, ça a été prouvé, ça a marché. Voilà, donc là, c'est un travail qui est fait. Alors je vais prendre alors c'est pas la baguette magique, je suis un peu gêné parce que généralement je m'exprime que sur les produits qui sont déjà en ligne, mais je suis assez confiant sur le fait que ça sera dans 2-3 mois. Un autre exemple concret qui est venu en partie de vos demandes, c'est le sujet de la santé-environnement. Donc je le prends parce que j'ai compris qu'on était dans un sujet de méthode. Donc il y a des élections municipales et donc intercommunales aussi dans 1 an et demi. Vous êtes de plus en plus sollicité par vos habitantes, vos habitants sur les sujets d'impact du bruit, des vagues de chaleur, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, parfois des pesticides, sur la santé de vos habitants. Que faire? Donc là, d'abord, on retrouve en première étape
ce travail du catalogage. Alors c'est un peu technique, etc., mais c'est indispensable. Faire un inventaire de la donnée qui va vraiment être utile, voilà, lui donner sa petite fiche, etc. Et tout. Et après, un investissement sur les usages. Donc là, le travail est fait avec des professionnels de santé, avec des chercheurs, aussi avec des collectivités. Quels sont les besoins et comment est-ce qu'on va animer cette donnée? Alors, en termes de méthode, nous, ce qui nous paraît clé, et ça n'a rien d'original, hein, ce n'est pas une méthode exclusive, c'est la communauté. Donc là, on met du temps et on crée une communauté. Donc là, il y a plus de 400 acteurs qui ont été mis dans cette communauté il y a 2 ans, donc collectivités, chercheurs, médecins, etc., administration, pour justement faire tout un accompagnement pour, après cette donnée, réellement la valoriser, vraiment l'utiliser. Un médecin généraliste qui s'installe dans une de vos communes, rien qu'en ayant accès à la donnée disponible, il doit savoir quelles sont 80% des pathologies des patients qu'il va avoir. C'est possible. On doit être capable de mieux comprendre pourquoi dans tel territoire il y a beaucoup plus d'asthme, pourquoi il y a des clusters pédiatriques dans d'autres territoires. Voilà. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait avec différents types de méthodes. Parfois, c'est assez classique, un peu comme on fait pour les indicateurs. On va au-devant du décideur, de la décideuse pour voir quel est le besoin qu'il a en termes d'aide à la décision. Moi, une expression que j'aime beaucoup, je dis souvent, c'est décider en connaissance de cause. Et j'en profite pour répondre un peu à madame là, sur le futuroscope. Ce qui est important, c'est ça, c'est au moins de décider en connaissance de cause. Dans la transition écologique, il y a beaucoup de volontarisme. Il y a beaucoup d'engagement, donc beaucoup de volontarisme. Et parfois, le volontarisme, ça ne suffit pas. On parlait des déchets. Il y a des cas très connus de collectivités qui ont investi, par exemple, dans la collecte des biodéchets, ce qui est devenu obligation, et qui ont des résultats moins bons que celles qui n'ont rien fait. On a des phénomènes qui sont physiques derrière, énergétiques, déchets, mobilité. Donc on a besoin de décider en connaissance de cause, et c'est pour cela qu'on met en place ça. Donc là, on a un travail classique, puis un travail un peu plus original. Alors c'est très souvent écosystémique. On va chercher les parties prenantes d'un sujet. Ah tiens, par exemple ici, dans le territoire où nous sommes, il y a un gros projet qu'on a lancé qui concerne ce territoire-là, sur l'impact de la pollution industrielle. Voilà, vous avez la chance d'avoir des grands champions industriels ici. Ça a un impact sur la santé de vos habitants. Qu'est-ce que cela signifie que de mieux comprendre cet impact et d'aider aussi bien les professionnels de santé que les chercheurs, ceux qui travaillent sur l'impact qu'a cet environnement sur la santé, que les élus qui vont devoir prendre des décisions en connaissance de cause? Qu'est-ce que ça signifie que vraiment de faire quelque chose, etc. Et donc, il y a un petit écosystème qui se crée. Alors, parfois, on va aller chercher des citoyens, parfois des entreprises, des chercheurs, des administrations. Et à chaque fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je prenais l'image de ce que vous incarnez vous-même, ce décloisonnement, cette horizontalité, le fait de mélanger les parties prenantes sur chacun des sujets. Tout ce qui concerne la transition écologique, et Antoine Peillon en est devenu expert, on a en fait des écosystèmes à chaque fois qui sont très différents, derrière les défis vertigineux de la biodiversité, de l'eau, de la mobilité durable, de la production d'énergie renouvelable, de l'économie circulaire ou des déchets. À chaque fois, il y a un écosystème qui n'a rien à voir avec l'autre. Et il faut être capable donc d'associer les parties prenantes, les bonnes personnes, et là de les aider à faire ce travail une fois qu'on a le bonheur, ce qui n'est pas évident, de trouver la donnée, et en plus d'en trouver une de qualité, donc qui est interopérable, de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc là, on utilise des techniques d'innovation ouverte. Voilà, alors, assez classique. On va stimuler en fait l'idéation, tester des choses, faire de la prise de risque, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il faut accepter une partie de déchets. Donc il faut accepter que sur 4 ou 5 idées, il n'y en ait qu'une seule de bonne. Voilà. Donc c'est la façon en fait dont on travaille. Et il y a une dimension derrière qu'on n'a pas encore évoquée et qui est en train de rejaillir. Alors quelque part que vous exprimez avec votre position d'élu local, c'est une dimension démocratique. Parce que les citoyennes, les citoyens, on va être de plus en plus obligés de leur expliquer aussi qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière. On va y venir. Ces données, ce sont les leurs. Voilà. Et donc derrière, dans la méthode, la dernière un petit peu étape, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces initiatives qui les concernent directement et qui ont un impact très fort, je prenais exprès l'exemple de la santé-environnement, comment est-ce qu'on fait pour leur donner à connaître, à comprendre la façon dont on a utilisé ces données qui sont souvent leurs données aussi. Merci pour cette présentation du travail, et puis bien noté aussi pour un projet d'amendement. On pourra le voir par la suite.
je me tourne parce qu'il n'y a pas que l'État qui travaille à des solutions, il y a aussi Intercomités de France, les associations d'élus. Donc Oriane, peut-être rapidement nous présenter un outil qui se nomme Odin et qui est au service des adhérents d'Intercomités de France. Je te laisse. Oui. Merci. En effet, ça fait tout à fait le lien avec les travaux du CGDD. Intercomités de France a mis à disposition, il y a quelques jours, une plateforme numérique, Odin, Observatoire de l'intercommunalité, en partie basée sur les travaux du CGDD pour mettre à disposition des indicateurs territoriaux de transition écologique. C'est une cartographie à la maille nationale, enfin, à l'échelle nationale, mais une maille intercommunale, qui vous propose un certain nombre d'indicateurs de planification écologique, mais également sur la fiscalité locale, sur la cohésion sociale. Donc ce n'est pas un outil de pilotage, ça ne va pas remplacer les outils déjà existants, mais c'est un outil qui permet de montrer, de donner à voir un certain nombre d'enjeux pour les intercommunalités, sur les thématiques que l'on traite aujourd'hui, également sur des données que Intercommunalité de France a pu produire dans un certain nombre de ses études. Donc cette plateforme est en libre accès, il n'y a pas de connexion nécessaire d'identification et vous pouvez la découvrir également sur le stand d'intercommunalité tout au long de la convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ou des remarques? Ah, madame, ou deux remarques, excusez-moi. On prend juste madame à droite et on prendra votre question, madame. Bien oui, merci. Merci Anne Hébert, donc vice-présidente de Côte-Ouest Centre-Manche, chargée du développement durable et de la mobilité. Finalement, on tourne un petit peu en rond depuis une année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de ce sujet qui traite de la donnée, moi j'ai été l'année dernière très marquée par le film justement qui a été fait par les délégués des différentes intercos. Et finalement, cette question de la donnée, c'est d'où on part et où on veut aller. Et en plus, il y a de la transversalité. Donc ça, vraiment, ça interroge encore plus profondément notre manière d'organiser notre gouvernance sur nos territoires. Parce que c'est une articulation politique et technique. Je veux dire, on peut avoir de la donnée pour de la donnée. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, en tant qu'élu, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est surtout, qu'est-ce que je vais faire de cette donnée? Qu'est-ce qu'elle va m'indiquer? Je pense à l'histoire de la piscine. Moi, je trouve ça génial qu'on ait pu changer d'idée. Et vraiment, collectivement, d'avoir ce courage politique. On va avoir besoin de ce courage politique. Et la donnée doit nous aider à avoir ce courage politique à faire autrement pour justement, toujours dans l'idée de la transition, préserver les ressources. Et ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très clair sur... Finalement, j'ai besoin de quel... Bon, ok, il y a tout ça. J'ai tout ça dans mon panier de données. Mais politiquement, ensemble, dans tous les services... Comment on choisit les indicateurs qui vont nous donner les éléments nécessaires à avoir le courage politique. Moi, c'est comme ça que je comprends ce que vous expliquez. Donc, c'est un gros boulot quand même. Oui, elle peut être utile pour réorienter les projets et pas vue comme forcément limitante sur les projets. Madame, vous aviez une question à gauche. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et également le territoire d'où vous venez. Fabienne Bondon, donc je suis vice-présidente transition écologique sur une petite interco en Bretagne de 8 communes, 27 000 habitants, à 20 km à l'ouest de Rennes. Donc en fait, quand même dans un maillage quand même très peuplé. En soi, on n'est pas en race campagne sans maison ni rien autour. Et là, on s'est heurté, on a validé un PCET en début de mandat, c'était le premier. Pour tout vous dire, jusqu'à présent, l'environnement sur ce type de petite interco, c'était évidemment pas surtout le problème qui nous animait le plus politiquement, surtout qu'on était déjà quand même très animé en matière d'environnement, plus sur des problèmes comme la qualité de l'eau dans notre coin, sur lequel on travaillait et tout, mais le fameux PCET, là on a fait des tas de découvertes en matière de données. Alors d'abord on a fait comme découverte qu'on n'avait pas de données, ou qu'on savait surtout peut-être pas aller les chercher, et ça commence, on fait des appels d'offres, on a un cabinet qui nous fait un super diagnostic, et quand on lit le diagnostic, on se dit c'est quand même bizarre ce diagnostic, ça aurait pu être le même dans la Creuse,
un territoire à peu près qui aurait à peu près le même nombre d'habitants, et puis la même activité économique que nous, à savoir agriculture, agroalimentaire, des gens qui vont travailler à Rennes, donc la mobilité n'est pas terrible évidemment puisqu'il n'y a que la voiture. Enfin, vraiment le diagnostic, on commençait par dire on n'avait peut-être pas besoin d'eux. Et puis après, ça continue. Alors, il faut des données pour tout, puis il faut remplir des fiches, puis des fiches opérationnelles. Et puis il faut mettre des indicateurs de réduction et tout. Sur quoi, puisqu'on ne sait même pas d'où on part, on met ce que l'État dit, ce que le stratège dit. Alors ça fait hurler les agriculteurs, ça fait hurler tout le monde, c'est pas possible. Bon, bref, on se dit c'est pas grave, on continue. De toute façon, il faut y aller, on n'a pas le choix. Bref. Et puis on s'aperçoit que sans études complémentaires, et on continue à être la proie de cabinets, je précise bien la proie, qui nous vendent des études avec des données où quand on les reçoit, on se rend compte que, là on vient d'en terminer une sur un schéma pour les énergies. On s'est dit en plus super, on va pouvoir bien remplir ce qu'on nous demande, où on met les zones d'accélération, tout ça. On reçoit les trucs, c'est-à-dire que même sur un si petit territoire, il manque la moitié des métas qui sont déjà installés. Méthanisation, donc fatalement ça fausse un peu vers quoi on va, enfin plein de choses comme ça. Et à partir de là, on nous dit oui, mais il faut faire des actions dans un budget que vous imaginez tout à fait énorme et pléthorique. Et alors, on fait quoi comme action? Qui fait les actions? Parce que si après on va nous dire vous n'avez rien fait. Et là on arrive en plus aux 3 ans du PCET, il faut qu'on rende des indicateurs pour pouvoir évaluer ce qu'on a fait. L'indicateur sur l'étude et le coût de l'étude et toutes les études, parce qu'il y a eu l'étude agroalimentaire pour les PAT, je vous en passe des meilleurs, où on a eu des réponses et des données. Et là, j'apprends aujourd'hui qu'a priori, toutes les données existent, qu'elles sont gratuites, qu'il suffirait qu'on ait l'intelligence de le savoir ou de les utiliser. Et je ne comprends pas pourquoi on est à marche forcée sur des grands indicateurs, alors que vous nous dites aussi que vous connaissez par territoire, en gros, les problèmes majeurs à régler. Peut-être qu'on serait peut-être moins bon sur certains indicateurs, mais si on améliorait grandement ceux qui sont peut-être dangereux pour la santé publique ou sur nos territoires, comme on s'en est aperçu sur l'eau en Bretagne, par exemple, où on a 1000 paquets et on continue. Pourquoi tout est fait comme ça et qu'on est tous effectivement traités de la même manière? Faites des PCAET, évaluez des PCAET, baissez-vous. Alors que, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Alors bien sûr, sur les papiers, on aura sûrement des trucs un peu pas mal, d'autres où on sera très mauvais, mais on nous demandera de faire des actions correctives sur lesquelles on n'aura même pas la main. Alors que c'est peut-être pas terrible, mais peut-être qu'on a des atouts du coup que les données nous diraient qu'on peut développer en matière de transition. Mais encore faudrait-il qu'on fasse des ententes entre territoires pour les utiliser. Et peut-être que d'autres, ça peut valoir le coup d'attendre. Voilà. Merci, madame, pour cette question. Peut-être pour y répondre en réaction, je vais donner la parole à madame la présidente du CEREMA, qui est aussi un opérateur qui produit de la donnée disponible et territorialisée. Donc, madame la présidente, madame Jarraud, je vous donne la parole si vous voulez bien donner un micro à madame Jarraud, qui est au premier rang. Car je ne donne jamais mon micro. Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, mesdames, messieurs les intervenants. Je vais commencer par répondre à la dame de Bretagne. Il y a des solutions, madame, et des solutions qui, si je peux me permettre, vous auraient coûté bien moins cher. Bien moins cher. Il suffit de le savoir et il suffit de le faire savoir aussi. C'est ce que je vais m'appliquer à faire aujourd'hui. Alors, pendant quelques minutes. Monsieur Cotinet, vous avez dit une chose très intéressante tout à l'heure. Vous avez parlé de rentabilité de la donnée. La rentabilité, vous avez employé ce terme. On a quelquefois des données peu rentables. Je crois qu'on s'accorde tous à dire ici que nous avons besoin de données rentables pour l'aménagement du territoire et pas de données rentables au nom d'une rentabilité financière. Nous avons besoin de données rentables pour l'aménagement du territoire. Le sujet de la data, quelqu'un a dit tout à l'heure aussi qu'il s'agissait d'un sujet technique qui devenait un sujet politique. Si je peux me permettre, je dirais qui devient surtout un sujet stratégique pour nous, les élus.
Alors, je suis aussi élue, mais je vais vite reprendre ma casquette de présidente du CEREMA. Mais pour nous, les élus, il s'agit de prendre des décisions stratégiques par rapport à l'aménagement de nos territoires. Solution globale, solution locale, bien sûr. Et il faut, pour prendre des décisions, s'appuyer sur des données et en produire. Alors, c'est ce que le CEREMA s'applique à faire dans des domaines multiples, dans le domaine des risques, dans les domaines de la transition écologique, dans le domaine des mobilités. Et par rapport, bon, vous n'êtes pas adhérent au CEREMA, mais je vous l'ai dit, Alors, je veux simplement vous dire que concernant la com d'agglo du Grand Angoulême, nous vous avons produit un certain nombre de données utiles, une enquête sur les mobilités en 2023, ce qui vous a permis d'organiser les mobilités, madame, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre territoire, d'organiser les mobilités d'un point de vue intermodalité, puisque il est nécessaire que nous les organisions de cette façon. On vous a aussi produit des données pour des relevés de vitesse. On vous a aussi produit une étude sur l'accessibilité des aménagements des bus à haut niveau de performance de service. Et puis, une donnée importante aussi a été produite autour de nature en ville et de végétalisation et en matière d'arbres. Donc, je voulais commencer par un exemple pour vous dire que le CEREMA, qui est un établissement public national et un établissement public local, sous tutelle du ministère du Développement, enfin de la transition écologique, eh bien, produit ces données au service pour l'État, mandaté par l'État, mais aussi au service des collectivités territoriales et aussi au service des entreprises. C'est très important que nous puissions le faire en confiance. Le CEREMA, c'est un établissement public national, donc nous sommes tiers de confiance pour vous, les élus de territoire. La gouvernance au CEREMA est partagée entre l'État et les collectivités, qu'elles soient régionales, départementales, intercommunales, c'est la raison de ma présence ici, et puis communales. Donc, tout ça permet de produire, cette confiance permet de produire de la donnée et de pouvoir prendre des décisions utiles, efficaces pour nos territoires. Dernier point, les données, vous pouvez les trouver sur le site du CEREMA. Elles sont accessibles. CEREMA, alors Urban Cartofriche, Urban Simul, d'autres données. J'avais quelques sites à vous indiquer, si vous permettez. Alors, mais ils sont présents sur le site ceremadata.gouv.fr, datafoncier.cerema.fr. Toutes ces données-là, elles vous sont partagées complètement gratuitement et elles sont au service de nous, les élus de territoire. Et quelquefois, bien sûr, nous sommes mandatés par l'État puisque nous sommes un établissement public. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. C'est juste là-bas. Oui. Pardon. Nous allons passer, il nous reste assez peu de temps, donc 10 minutes, vous avez juste vraiment en un mot, s'il vous plaît, posez une question. Juste une question rapide. Monsieur Mossé, vice-président en transition écologique à la communauté des Sorgues du Comtat, donc dans le sud. Et justement, je reviens sur la confiance des données du CEREMA, où la semaine dernière, en tant que premier adjoint, on a travaillé sur le bilan triannuel de l'artificialisation sur notre commune, et grâce aux données du CEREMA. La problématique, et on parle de confiance, je reviendrai vous voir sur le stand, la commune, grâce à la chaleur que nous avons, est passée de 625 hectares à 652, on ne sait pas comment, elle s'est peut-être dilatée. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que les données qui sont arrivées, on ne sait pas comment elles sont fiables. Parce que quand vous regardez ce qu'on vous donne, on vous donne 4 hectares d'artificialisation sur 2 ans,
sauf que vous avez fait qu'un hectare de permis de construire dans les mêmes zones. Voilà, c'était juste pour vous dire sur le danger de la fiabilité et de la confiance. Très bien, merci monsieur pour cette question. Et le droit de réponse, vous aurez un droit de réponse, je pense, de la part du CEREMA. Sur le stand, en effet, dans les espaces partagés. Nous avons 10 minutes pour aborder un élément de la méthode qui est l'impact sur l'organisation interne des collectivités et l'implication d'une réorganisation interne qui est la conséquence d'un pilotage de la donnée. Donc sur cette question, je voulais donner la parole à Marlène Lededeville rapidement, puisque on le voit, c'est une question aussi de hiérarchisation des indicateurs, mais aussi une question de capacité d'analyse en interne, voire en externe parfois, des données pour les intercos. Peut-être un mot là-dessus, Madame la vice-présidente. Non, j'ai pas. Ah, ça y est. Je vais essayer d'être rapide. Donc, juste en termes d'organisation, enfin, nous bénéficions de la formation action de la Banque des territoires, Intercommunauté de France interconnectée. Et c'est juste pour dire que oui, effectivement, le binôme aussi, élu métier, enfin pas élu, data métier est super important. Et ça nous a permis au moins à force d'étudier notre question de comment avoir des indicateurs sur nos trajectoires de réduction du carbone, hein, de nos émissions carbone, en partant sur des gros projets COT et PCAET. Ça nous a permis de nous recentrer, c'est-à-dire que quand on s'est rendu compte que la donnée nationale, toutes les données étaient très complexes à gérer, on a décidé de s'organiser. Alors, c'est tout un ensemble, mais je vais dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, en ce qui concerne la donnée, nous allons d'abord nous concentrer sur les données internes. Et par ailleurs, en termes d'organisation, alors c'est encore en phase projet, c'est-à-dire que même les autres élus ne sont pas au courant de notre projet, qui va être de créer une espèce de pot commun de la donnée, pot commun de la donnée, qu'on va ensuite transformer en indicateur d'analyse de nos politiques publiques sous le prisme de la transition écologique. Alors, on devrait s'y prendre en plusieurs étapes, c'est-à-dire notre responsable SIG va prendre son bâton de pèlerin ou aidé par la chargée de mission Côte, prendre son bâton de pèlerin et aller de service en service pour mener son enquête, savoir d'abord quelles données il produit, ce service, ce dont il a besoin, quels outils il utilise pour produire cette donnée, qu'est-ce qu'il veut en faire. Enfin, c'est tout un ensemble, toute une enquête. Donc ça va être sur plusieurs services, habitat, déchets. Enfin, normalement c'est énorme, hein, puisque c'est notre objectif, c'est que d'aider vraiment d'abord nos services métiers à savoir utiliser leurs données pour évaluer leur politique publique. La deuxième phase, puisque je parlais de circulation de la donnée et de multiples sources de la donnée, ça va être de proposer en fonction de ces enquêtes des outils de saisie plus ou moins automatisés de ces données par service, donc un outil, pour aboutir à un pot commun dont tout le monde pourra se servir. Et la phase qui est la plus peut-être, enfin, cette phase-là déjà pour nous méritera de l'accompagnement, donc appel aux accompagnateurs, on va dire, en termes d'organisation. Et quand on aura ce pot commun, chacun pourra utiliser la donnée qui l'intéresse. Et on va mettre en place aussi donc, les indicateurs, où on va essayer de créer les indicateurs utiles à notre évaluation de notre politique publique de transition écologique en général. Je suis désolé de vous couper, Madame Lededeville. Vous appelez directement, vous interpellez directement la Banque des territoires, mais juste avant, peut-être, Monsieur Pellion, vous allez partir. Est-ce que vous avez encore 10 minutes ou c'est pas possible? J'ai à nouveau un train, je suis vraiment Très bien, désolé. alors je vous laisse dire peut-être un mot à ce que vous avez entendu et après je donnerai la parole à la Banque des territoires. Je ne vais pas être trop long, surtout qu'on est en plus sur la question de la gouvernance aussi, l'organisation au sein des collectivités. Donc, mais je voudrais, côté État, parce que c'est aussi un sujet, je pense qu'en fait, en réalité, côté État se pose beaucoup de questions similaires à ce que vous avez côté collectivité en matière de gouvernance.
Nous, il y a un des sujets sur lesquels je voudrais témoigner et voir comment on agit, qui est que on a eu une phase d'explosion des sources de données et des différents types d'outils pour utiliser, interpréter, et donc une démultiplication des outils dans tous les sens, qui était assez logique parce qu'il y a plein de choses qui étaient en mode découverte, et donc des POC par-ci, des POC par-là. Je pense qu'on est maintenant dans un enjeu où on doit massifier, rendre de plus en plus accessible, et donc de ce fait un peu de notre côté ranger la chambre entre guillemets. Et donc il y a un travail très en lien d'ailleurs avec l'équipe de Thomas Cotinet et donc au secrétaire général. Donc on a maintenant une équipe de quelques personnes dont le but c'est là où vous pouvez avoir 5 outils qui font un peu la même chose mais pas tout à fait, avec des données qui sont un peu les mêmes mais pas totalement et pas interopérables, avoir un gros travail du coup de rationalisation de façon dans une logique du coup d'avoir quelque chose le plus simple d'accès et homogène de façon à pouvoir accompagner. Et je pense que ce sujet de structuration, on l'a un peu à tous les étages. Et je m'excuse du coup à la fois d'être arrivé en retard et de repartir un peu avant la fin. Merci d'avoir pris ce temps, parce que ça a beaucoup de transport, mais franchement merci, et quand même on vous appuie quand même, parce qu'on sait que les temps sont difficiles, y compris par le GPE. Donc merci Antoine Peillon, et je crois que ça mérite quand même, parce que c'était quand même une nouveauté dans la République, ce secrétariat général. Merci encore pour le travail de toute votre équipe. Merci. Et je passe la parole donc à Jeanne Carès de Bock, justement sur cette question des capacités d'analyse dans les intercos, des capacités RH. Quelles sont les actions que met en place la Banque des Territoires sur cette question? Ça marche? Ah bon, très bien. Le cœur de métier de la Banque des Territoires, c'est le prêt pour construire et rénover des logements sociaux, pour les infrastructures, les collectivités locales, etc. Et puis l'investissement, on investit dans des projets immobiliers, des infrastructures sur les territoires. Et puis on est rentré sur le sujet de la data par l'investissement. On a investi dans une start-up qui proposait des plateformes d'open data. On a investi dans une solution plateforme de données. Et puis, on s'est rendu compte que le sujet est quand même très complexe. Donc, avant qu'une collectivité se dote d'une plateforme de données pour piloter ses politiques publiques, il faut quand même monter en maturité, développer des compétences. Et on voit que le sujet est très complexe. Et en vous entendant aujourd'hui, je confirme, voilà, le sujet est très complexe. Et en fait, on a construit, nous, un parcours data. On en a même fait l'a donné une mesure phare de notre plan stratégique, et dans lequel on a une brique sensibilisation. Donc là, tous les ans, on édite une note avec la Poste, avec plein de cas d'usage sur la data, l'intelligence artificielle, pour donner envie. On sort aussi une plateforme avec des retours d'expérience sur ces sujets-là de collectivités locales, des avis d'experts et les entreprises qui existent. On a la brique formation, j'en ai parlé, et ça pareil, nous, on ne fait pas du tout de formation d'habitude. C'est vraiment parce qu'on a vu qu'il y avait ce besoin. Et puis la brique ingénierie qui peut vous intéresser, puisque j'entends ici ces besoins, et vous en parliez, Marlène. Donc, on peut mettre à votre disposition des consultants dans la collectivité qui viendront travailler 10 jours, 15 jours, où on peut cofinancer des études que vous souhaitez mener pour tout sujet lié à la data. Ça va être identification d'un premier cas d'usage et mise en œuvre. Ça va être, une stratégie de la donnée, rédaction d'un cahier des charges pour se douter d'outils. Et donc là, on peut vous accompagner. Et alors, je cite un exemple parce que pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, sur un sujet très précis, on a accompagné le syndicat intercommunal d'énergie d'Île-de-France pour se douter d'un outil de reporting des données de ces bornes de recharge. Et donc, en fait, exactement ce que vous avez dit, les données leur arrivaient des opérateurs, mais sous des formats complètement différents, parfois incompréhensibles, on les a aidés parce que ce syndicat voulait restituer les données aux communes. Voilà, je pense que j'en ai terminé et que je dois terminer. Merci pour avoir fait l'effort de la concision. On avait une autre partie qui était consacrée au lien entre la data, la production de data, et le lien avec les acteurs locaux, et notamment le citoyen. Quelle communication entre la collectivité et le citoyen? On ne va pas avoir le temps de la traiter, mais j'espère qu'on se retrouvera dans un autre atelier ou une autre commission pour poursuivre. Merci pour vos nombreuses questions également. Juste avant de donner le mot de la fin à monsieur le vice-président et président de la commission environnement, peut-être même sur ce sujet de lien avec le citoyen. Je vous mets à l'écran donc les prochains rendez-vous. La commission transition écologique qui aura lieu le 26 novembre et qui sera animée par ma collègue également Oriane. La commission numérique le 19 novembre de 10h à 12h. Et puis avec la Banque des Territoires, on se donne rendez-vous pour faire le débrief de cette formation Action Data, de la présentation du travail qui a été fait avec ces 10 territoires le 21 janvier
à Paris. Voilà, je ne serai pas plus long parce qu'il faut qu'on rentre la salle. Et Jean-Yves Roux, je vous laisse le mot de la fin. Et je laisse jamais mon micro. Non, ça ne va pas être très long. En fait, c'est le prochain rendez-vous. En fait, il est ici. C'est que vous avez un atelier là, que l'équipe de Dorian a préparé sur le financement des services de l'environnement en période de sobriété. Je pense que c'est le sujet qui peut être le plus intéressant pour terminer votre journée ici. Donc voilà, merci. Puis on souhaitera aussi au service de Bercy qu'ils gèrent vraiment bien leurs données, de façon que leurs ministres ne se retrouvent pas, fut-il démissionnaires, avec des défauts d'alignement sur les déficits prévisionnels, comme nous, on ne sait pas en faire dans nos collectivités. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.